le débat que vous attendez. Réchauffement climatique, quand tous les chercheurs s'en mêlent, pas s'en mêlent, parce qu'ils vont tous dans le même sens, vous inquiétez pas. J'appelle avec moi Serge Zaka, Isabelle Chouine, Alain Dupuis, Françoise Vimeux et Christophe Popy. Merci de les accueillir. Serge Zaka, sous le chapeau, Serge Zaka, vous l'avez sans doute déjà vu en... Pardon ? Ah oui, la slide. Je passe la slide. Voilà, Serge Zaka, bien connu de la twittosphère, des réseaux sociaux, de BFM et autres supports médias. Serge Zaka, vous êtes spécialiste en agroclimatologie. Vous alertez régulièrement sur les conséquences concrètes de l'évolution de la météo, du climat sur les sols, sur les cultures, sur l'agriculture. Isabelle Chouine, spécialiste, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'impact du changement climatique sur les forêts. Ça vous va comme présentation ? Très bien. Alain Dupuis, je vais dans l'ordre de mon papier. Alain Dupuis, professeur d'hydrogéologie, je ne sais plus chez qui, pardon. L'Institut Polytechnique de Bordeaux. Ah ben voilà, l'Institut Polytechnique de Bordeaux, pardon. Spécialiste de l'eau qu'on ne voit pas. Dois-je dire que vous avez fait votre thèse à Sainte-Soline ? Non, ça peut aider, parce qu'à Sainte-Soline, on a raconté tellement de conneries qu'on a oublié d'inviter Alain pour dire les choses telles qu'elles sont. Les faits, juste les faits. Françoise Vimeux, collègue de Plateau Télé, mesdames, messieurs, directrice de recherche à l'IRD, climatologue, que l'on voit souvent sur les plateaux télé, notamment à France Info le matin, 9h30, ce qui nous fait lever tôt, parce que nous deux, nous prenons le RER pour aller à la télé, enfin en principe, voilà, pour parler, reparler, sans cesse parler des mêmes choses. On en parlera d'ailleurs, du fait qu'il faut toujours dire les mêmes choses. Christophe Popy, juste à ma droite, on a vu là, directeur de recherche à l'IRD, entomologiste médical, vous êtes le spécialiste du moustique, enfin des moustiques qui véhiculent chez nous des maladies. Alors on ne sait pas sur la ciguatera, mais quand même. Tiens, prenez le micro. Justement, les moustiques, tout le monde en a peur. Ce matin, je citais, il y a eu... Quand la métropole de Lyon a prétendu ouvrir la chaussée pour que l'eau pénètre directement dans les sols, moyennant quoi de l'eau allait surnager pendant 24 à 48 heures, les gens ont dit non, surtout pas, on va avoir des moustiques. Avec le moustique, on aura plein de maladies qui étaient des maladies tropicales. Il y a un risque moustique, il y a un risque de chikungunya, de dengue, d'autres maladies tropicales véhiculées par ces moustiques aujourd'hui avérées en France. Ah oui. Je ne sais pas si c'est ouvert. Si. Oui, il y a un risque avéré qu'on observe tous les jours avec des cas autochtones qui sont croissants, de dengue, de chikungunya, de Zika. L'année dernière, on a eu le record de cas autochtones en France avec 60 cas. On a beaucoup d'importations en France chaque année de ces virus. Et on observe une augmentation de ces cas qui sont transmis sur le territoire français en lien avec l'installation depuis 2004-2006 maintenant du moustique tigre Aedes albopictus en métropole. Donc oui, et encore cette année est une année record. On a un record d'importation du virus de la dengue avec plus de 1200 cas importés. Et donc quand ces virus sont importés dans des zones qui sont colonisées par le moustique tigre Aedes albopictus, on peut avoir la survenue de cas de dengue et on en est à 41, 42 pour cette saison qui n'est pas terminée. Et c'est lié directement au changement climatique. Où il a bon dos, on lui fait porter trop de choses. Est-ce qu'il y a des cycles aussi qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaissait pas ? Sur ce cas précis, le réchauffement climatique est à bon dos. Parce que le moteur principal de la diffusion d'Aedes albopictus à travers le monde, c'est plutôt l'augmentation des échanges commerciaux, des voyages, qui ont fait que cette espèce s'est installée. Elle est originaire d'Asie du Sud-Est et d'Asie tempérée. Comme pour l'algue dont on a parlé tout à l'heure. Tout à fait. Donc ce sont les transports. Alors c'est une espèce qui est arrivée en Europe avec le commerce de pneus, tout simplement. Puisque le commerce de pneus. Oui, les œufs de ces moustiques ont la possibilité de rester à l'état quiescent, on dit, c'est-à-dire à sec. Les femelles sur zone adorent ces pneus qui peuvent... Ah oui, l'eau de pluie qui reste dans les pneus, c'est ça. Voilà, donc les œufs, le pneu peut sécher, les œufs restent là et peuvent être transportés à travers le monde. Et
à destination. Une pluie sur ces œufs permet l'éclosion de ces moustiques qui peuvent coloniser de nouveaux territoires. Et aujourd'hui, c'est une répartition quasi mondiale de ce moustique. Et on voit apparaître un risque, et c'est plus qu'un risque, avec des cas avérés de pathologies qui n'étaient jusqu'à présent que des pathologies tropicales. Et c'est grave, justement. Ces maladies sont graves ou on arrive à les contenir en France métropolitaine? Alors pour l'instant, on arrive à les contenir. Le problème, c'est que ça a commencé pour la métropole avec quelques départements. Il y a introduction en 2004. En 2023, on est à 71 départements sur 96 colonisés par ce moustique. Et donc chaque nouveau territoire colonisé est un territoire qui est maintenant à risque. L'exemple, c'est durant les dernières semaines, on a eu des cas autochtones de dengue à Paris. Donc pour l'instant, alors donc il s'agit de pouvoir mettre en place des mesures de contrôle de cette colonisation, de densité. On n'a pas encore tous les outils, surtout qu'on est à l'heure actuelle dans on va dire un bouleversement au niveau des pratiques avec moins d'insecticides. Donc il faut réfléchir à des nouvelles solutions. Ça prend du temps, ça peut être la technique de l'insecte stérile, des méthodes de lutte biologique. On n'est pas encore tout à fait bien de ce côté-là. Les structures de santé, en particulier les ARS, doivent faire face à ces risques nouveaux. C'est tout nouveau. Alors ici à Montpellier, l'ARS Occitanie connaît et les opérateurs de démoustication connaissent depuis déjà maintenant quelques années. C'est vrai, sans produits chimiques, comment on fait? Le DDT, il a éradiqué la malaria en Italie et en Europe. Comment on fait sans pesticides? Enfin, déjà, c'est bien de ne pas en utiliser beaucoup parce qu'on a des problèmes environnementaux, plus des problèmes de résistance aux insecticides qui apparaissent extrêmement rapidement. L'arsenal est extrêmement limité actuellement et c'est réglementé par un cadre européen, si bien qu'aujourd'hui, pour lutter contre les moustiques adultes qui seraient porteurs du virus dans le cadre d'un foyer épidémique, on n'a qu'un seul adulticide qui s'appelle la deltamétrine et un seul larvicide qui est le BTI, entre guillemets biologique. Le bacille de Thuringiensis. Voilà. D'accord. Donc utilisable en bio. Hein. On n'a que ça. Il arrive que parfois, sur certains territoires, si on sort un petit peu de la métropole, il arrive qu'il y ait besoin de dérogation. C'est parfois le cas quand on a certains départements des territoires d'outre-mer où on a une résistance à 100% vis-à-vis de ces insecticides et en particulier aux adulticides. Et parfois, il y a des dérogations qui peuvent être obtenues pour un autre insecticide. Mais bon, l'arsenal est limité et de toute façon, il faut passer à autre chose. Puis de toute façon, il ne va plus pleuvoir. Il n'y aura plus d'eau, donc il n'y aura plus de moustiques. C'est pas vrai, Alain? Je suis pas climatologue. Oui, mais tu es hydrologue. Oui, non, hydrogéologue. Hydrogéologue. On laissera, je pense, Françoise exprimer ce qui risque de se passer, mais oui, la distribution des précipitations va changer à partir de là. C'est-à-dire que normalement, mais là aussi je laisserai Françoise s'exprimer mieux que moi là-dessus, on risque d'avoir, en fonction de où on se situe sur notre timbre-poste de la France, des précipitations plus ou moins importantes en hiver et certainement moins importantes pendant les périodes printemps, été, automne, en fonction qu'on soit au nord, au centre ou au sud de la France. Donc ça va changer quand même de ce qu'on appelle nous le grand cycle de l'eau. Et pour ma partie finale, tu l'as dit, souterraine, encore plus, parce qu'on va avoir on récupère en fait en souterrain ce qui va nous rester. Mais si tout est consommé en surface, consommé par nous, l'atmosphère ou nos activités, les cultures par exemple, en fait, on aura moins de stock. Voilà en fait un petit résumé, si je puis dire. Et tu me disais que la France allait être découpée en 3 zones de précipitation à l'avenir par rapport de précipitation et de niveau de rivière. Alors, les niveaux de rivière, c'est la conséquence, mais un des scénarios qui est décliné à l'échelle nationale, c'est les données DRIAS 2021. Sur le scénario 8.5, on arrive, nos collègues climatologues nous donnent une évolution potentielle des précipitations sur 3 zones, une zone centrale à peu près maintenue en termes de quantité d'eau à l'année, mais avec une répartition plutôt en hiver et moins pendant les autres mois. Et plus on va vers le nord ou plus on va vers le sud, un gradient positif en allant vers le nord, avec un maximum plutôt
de l'Artois à l'Alsace, et un minimum en allant vers le sud, réparti sur le piémont pyrénéen et l'arc méditerranéen. Françoise, vous confirmez? C'est vraiment le facteur limitant, l'eau, plus que la hausse de la température? Alors, il y a deux choses, c'est différent. D'abord, il y a les tendances et il y a les événements extrêmes. Donc, sur les tendances, c'est ce qui vient d'être dit. Et après, sur les événements extrêmes, ce qui est important de comprendre, c'est que l'intensité des événements extrêmes, des pluies torrentielles, va augmenter partout sur notre territoire. Et on va aller de plus en plus vers, en particulier l'été, vers de longues périodes sans pluie. Et puis, quand il va se mettre à pleuvoir, il va se mettre à pleuvoir beaucoup, en peu de temps, sur des sols qui vont se retrouver très secs. Donc la pluie va avoir plutôt tendance à ruisseler qu'à s'infiltrer, d'où les problèmes d'inondation qui sont derrière. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut être dans une région qui va avoir un déficit de pluie de plus en plus important, et ce n'est pas contradictoire avec le fait que cette région va avoir aussi des pluies torrentielles de plus en plus intenses. Pourquoi ? Parce que plus l'atmosphère est chaude et plus elle peut contenir de vapeur d'eau. Et quand on a une situation météorologique qui va refroidir cette atmosphère, et généralement c'est brusque, eh bien, toute l'eau contenue, vous ne la voyez pas, c'est de la vapeur d'eau, c'est un gaz incolore, elle vous retombe dessus, donc un volume très important en peu de temps. Ça veut dire qu'on n'est plus en climat tempéré en France, alors, avec de tels écarts? Oui, le climat tempéré, c'est un vocabulaire généralement du géographe qui essaye de découper la France en plein de petites zones différentes. Le climatologue, il regarde vraiment à une échelle, je dirais, plus globale. Il regarde la France, mais il regarde surtout l'Europe et surtout la planète. Et la question qu'il y a derrière et qu'on pose souvent, c'est est-ce que le changement climatique va modifier notre météorologie ? Et là, il y a deux options. Et on n'a pas la réponse. La première option, c'est en fait non. Notre météo va être la même qu'auparavant, mais elle va être juste plus chaude. Et la deuxième option, c'est notre météo va être différente. Et je donne un exemple. Cet hiver, on a eu un énorme déficit de pluie sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'anticyclone, qui généralement est un petit peu plus au nord sur l'Atlantique, enfin un peu plus au sud, pardon, est remonté au nord et a empêché les dépressions qui nous arrivent généralement l'hiver par l'ouest d'arriver. Et donc ces dépressions ont été finalement déviées vers le nord de la France et plutôt vers la Belgique, le Danemark, etc. Et donc il y a des questions derrière, il y a des recherches qui sont en cours pour savoir si la position moyenne de cet anticyclone va varier avec le changement climatique et auquel cas ça impacte directement la météo qu'on connaît, nous, avec ce régime d'ouest qui nous apporte généralement de l'humidité. Donc à l'échelle mondiale, le changement climatique se traduirait par une modification de la position des anticyclones et des dépressions, c'est ça ? Alors ça se traduit par plein de choses, mais effectivement, il y a une question qui est de comment en fait le changement climatique, c'est-à-dire les changements à la fois dans l'atmosphère de surface et à la surface de l'océan, viennent modifier le temps que l'on a, la position des dépressions. Quand je parle de position, je parle de position moyenne, donc la position moyenne de l'anticyclone des Açores pendant l'hiver. Est-ce que les dépressions vont être aussi, et ces anticyclones vont être aussi plus larges spatialement, ou est-ce qu'ils vont se contracter? Et pour les dépressions, est-ce qu'elles vont être plus creuses ou moins creuses? Donc il y a tout un, je dirais, un axe de questions sur vraiment impact du changement climatique sur notre météorologie. Il reste encore beaucoup d'incertitudes. À part celle-là, il y en a d'autres. Il y a des choses qu'on n'arrive pas, qu'on a du mal encore à modéliser avec un bruit de fond trop important pour avoir des conclusions solides en matière de prévision climatique. Alors oui, il y a plein de choses que l'on ne connaît pas. Et il y a beaucoup d'incertitudes, par exemple, sur justement la projection du changement des pluies dans certaines régions de la planète. C'est le cas des régions continentales tropicales. Par exemple l'Amazonie, le Sahel, l'Asie du Sud-Est, où sur la trentaine de modèles qui participent aux exercices du GIEC, on a des modèles qui nous disent il va pleuvoir plus et des modèles qui nous disent il va pleuvoir moins, sans qu'on sache quel est le modèle qui a finalement raison. Donc ça, c'est un vrai problème, je dirais, pour l'adaptation. L'adaptation, c'est déjà un problème en soi, l'adaptation au changement climatique. Quand on ne sait pas à quoi s'adapter, ça rajoute une couche. Après, il y a des choses qu'on ne connaît pas bien et qui sont mal représentées dans les modèles de climat. C'est par exemple tout ce qui est interaction entre l'océan et les calottes polaires.
On connaît mal certains mécanismes et on pense même qu'on les minimise dans la manière dont on les modélise. Et ce sont des mécanismes, par exemple, que l'on trouve vraiment à l'interface entre, par exemple, l'océan austral et la glace de mer antarctique. Et c'est pour ça que des fois on parle de déstabilisation des calottes polaires au cas où on aurait minimisé la représentation de ces processus. Après, il y a des phénomènes qui sont plus forts peut-être que ce qui était modélisé ou que ce qu'on attendait, mais ça c'est peut-être une autre question. Ce serait notre question pour plus tard, Isabelle Schwinn. Les forêts sont des indicateurs du changement climatique. On a en tête, on en a parlé ce matin, le hêtre ou l'épicéa, dont la remontée vers le nord ou en altitude serait le signe que le climat, la France descend vers le sud et qu'il y a de moins en moins de place pour ces espèces habituées à un air plus frais. C'est une caricature, je suppose, mais en quoi la forêt est-elle le reflet du changement climatique? Et on verra si après elle peut en être un moteur. Oui, la forêt est un reflet du changement climatique en ce sens où elle subit assez fortement le changement climatique et depuis une dizaine d'années. De quelle façon ? Surtout, c'est-à-dire que, en dehors des déplacements d'espèces que vous avez évoqués, en fait, ce qui est préoccupant pour le moment, surtout en France, en fait, partout dans le monde, c'est les dépérissements forestiers qui s'observent vraiment partout et sur un très grand nombre d'essences. Et en fait, toutes les essences montrent des signes de dépérissement plus ou moins forts. Donc les plus c'est quoi forts... un dépérissement pour nos amis qui ne connaîtraient pas? Un dépérissement pour une forêt et un arbre, en fait, ça commence par une perte foliaire. Donc l'arbre va avoir moins de feuilles et il va faire moins de feuilles. Et ça, en fait, c'est une réponse. C'est une adaptation en fait au manque d'eau. L'arbre a trop chaud, il perd ses feuilles pour pas perdre de l'eau, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est tout à fait ça. L'arbre transpire par ses feuilles. Donc, quand l'eau vient à manquer, l'adaptation qu'il va faire, c'est pour moi transpirer, c'est de perdre ses feuilles. Et ça amène ensuite à moins de photosynthèse, puisque cette photosynthèse est réalisée par les feuilles. Qui dit moins de photosynthèse dit moins de production de ces sucres dont il a besoin. Donc moins de carbone capté. Moins de carbone capté. Alors, oui, pour lui, c'est surtout pour assurer toutes ses fonctions vitales, et en particulier, donc sa croissance, bien sûr, mais aussi la défense contre des ravageurs et des pathogènes. Et ce qui s'est passé là ces dernières années, c'est qu'on a eu un combo entre affaiblissement des arbres du fait de ces... Combo, pas Congo. Combo de deux facteurs. Donc ces sécheresses répétées, et surtout depuis la grande première sécheresse qu'il y avait eu, c'était en 2003, qui avait été bien documentée déjà par les chercheurs, par les chercheurs. Et depuis 2018, on a des sécheresses identiques, à peu près de la même ampleur, qui se sont répétées quasiment chaque année. Donc qui ont affaibli les arbres et qui, du coup, peuvent moins se défendre contre ces ravageurs et pathogènes. Donc les dépérissements qu'on a vus vraiment massifs, notamment sur l'épicéa en France et en Europe, sont dus à des attaques d'un ravageur, le scolite, mais qui était déjà là, ce scolite, mais qui a profité de la situation, qui fait bonne chère on va là, dire, parce que les arbres sont fragiles. et qui a précipité la mort de ces arbres qui étaient affaiblis. Mais il n'y a pas que l'épicéa, il y a d'autres essences comme le pin sylvestre, le hêtre aussi, qui montrent actuellement des signes d'affaiblissement et de dépérissement très importants. En même temps, je me souviens en 2003, alors moi il se trouve que j'ai un copain de promo qui s'occupait d'une forêt pour l'ONF en Normandie, il a vu sa forêt de hêtre détruite, et quelques années après, au miracle, la forêt a reparu. Manifestement, génétiquement, on ne savait pas tout. Il pensait que ces êtres étaient quasiment tous clonés, et en fait, non. Et la forêt est revenue presque à son niveau d'avant. Oui, donc la forêt... On ne sait pas tout. Non, bien sûr, on est loin de tout savoir. Et là, on mesure, en fait, je pense maintenant, actuellement, tous notre niveau d'ignorance sur des choses un peu essentielles qu'on n'a jamais vraiment étudiées, parce qu'on pensait que c'était des choses qu'on n'avait pas besoin de savoir, finalement. Donc, pour revenir à cette question, c'est que, bien sûr, la forêt peut renaître. D'autres essences peuvent apparaître. Donc, quand une forêt est décimée, donc je pense aux forêts d'épicéa, où là, quand on a un épisode comme cela, les gestionnaires forestiers sont obligés de tout couper. Et on assiste à des coupes rases que les gens n'aiment pas, pour plein de bonnes raisons, mais il n'y a pas on peut vraiment... pas faire autrement, tout simplement. Pas vraiment le choix. Par contre, on peut avoir derrière une régénération naturelle. Alors, quand c'est le cas
dans les cas des plantations monospécifiques, donc une seule espèce d'Espicea, c'est difficile d'avoir de la régénération naturelle derrière, surtout diversifiée, parce que alors on n'avait que des épicéas qui étaient présents, puisque on sait que maintenant l'avenir, on va dire pour les forêts, c'est de diversifier les forêts en termes d'essence, donc d'espèces, de mélange de feuillus, de résineux. Et on va en parler. La doctrine de l'ONF a changé, mais la doctrine de l'ONF avant, et ça on lui porte accusation aujourd'hui, c'est d'avoir fait des forêts plantées comme des champs de maïs. Suite à la déprise agricole dans les années 50, on a planté beaucoup et ça accélérerait justement le dépérissement des forêts parce qu'elles arrivent toutes à maturité en même temps et puis dès qu'il y a un scolyte qui arrive, pouf, il fait bonne chère sur une population entière. Oui, alors... Est-ce que c'est aussi simple que ça Ah, oui, un peu. Un peu, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que effectivement ces grandes futaies, alors la France est un peu... peut-être pas dire maître en la matière, mais ces grandes futaies régulières, on appelle futaies régulières, donc notamment les chênaies, les forêts de chênes qui ont été effectivement plantées. Donc ce sont des arbres qui ont tous le même âge, ils ont été plantés la même année, et on a géré la forêt de manière à obtenir des très beaux chênes, grands chênes qui sont ensuite qui peuvent être exploités pour de l'ameublement notamment. Donc ce sont des bois nobles. Cette pratique de gestion a été même labellisée par l'UNESCO, il me semble. Donc, c'est des pratiques séculaires qui, voilà. Donc, qui ne vont pas changer comme ça. Mais malheureusement, ne sont pas adaptées maintenant aux conditions auxquelles on fait face. Et on sait, oui, que ces pratiques-là, donc les forêts monospécifiques avec une seule essence, on ne va pas pouvoir continuer comme ça, malheureusement. Bon, même les professionnels de la forêt n'en veulent plus. Hein. Enfin, en tout cas, non, voilà, ça change beaucoup. Ça change. C'est en train de changer. Les gestionnaires, et notamment l'ONF, mais pas que, parce qu'il faut savoir que les 3/4 de la forêt sont privés. Voilà, les 3/4 sont privés, mais les gestionnaires privés ont aussi commencé à évoluer dans leurs pratiques et ont bien, je pense maintenant, intégré le fait que la diversification va aider à minimiser les dommages qui seront causés aux forêts. Voilà, tout doucement, on arrive avec une note d'espoir. Oui, c'est possible. Et Serge Zaka, qui incarne l'espoir depuis ce matin. J'en reste. Moi, j'incarne hein. l'espoir. Si. Non, mais votre poste sur LinkedIn, vous êtes heureux là. Enfin, vous êtes moins malheureux. Oui, j'ai fait un post cette année qui était positif. C'était hier. Hier, et je l'ai lu ce matin. Blague dans le coin. Voilà, l'arbre est un, comment dirais-je, est un symbole, un indicateur du changement climatique. Est-ce que les cultures, les variétés culturelles, sont aussi un symbole? Est-ce qu'on voit aussi des cultures qu'on a du mal à faire aujourd'hui et des cultures du Sud qui commencent à bien se porter ici à Montpellier? Ce qui est intéressant en agroclimatologie, c'est qu'on reprend en fait toutes les sciences qui ont été discutées ici, les insectes pour les maladies, le climat, l'eau, et on regarde également ce qui se passe dans les forêts. Et effectivement, tout ça regroupé nous donne un peu une indication de l'agriculture du futur. Notamment, nous, on travaille sur ce qu'on appelle les biogéographies, comme pour les arbres. En gros, la biogéographie, je vais faire simple, c'est l'aire de répartition des espèces. Je prends l'exemple du chêne vert méditerranéen, c'est celui qui représente la garrigue, les cigales, la pétanque, le ricard, etc. Tout ce qu'on connaît du sud de la France. Le rugby. Non, c'est le rugby, c'est le sud-ouest. Bon, c'est pas le sud-ouest. sud-est. Le sud-ouest. C'est le sud-ouest, c'est plutôt les chênes, les pins maritimes et le climat aquitain. Et en fait, chaque agriculture est associée à ces forêts. On connaît l'agriculture de Montpellier, c'est de la viticulture, c'est un peu d'arboriculture, c'est du maraîchage. On ne retrouvera pas forcément ces aspects-là dans la Beauce, la zone du chêne vert pédonculé, par exemple, etc. Donc en fait, les forêts sont très reliées aussi à l'agriculture. Et donc, vu que les zones biogéographiques des forêts sont amenées à remonter vers le nord, par exemple, on pourra avoir de la garrigue qui pourrait se développer de plus en plus au nord dans la vallée du Rhône, jusqu'à potentiellement atteindre Lyon d'ici 2070, ou atteindre Toulouse ou dépasser Toulouse d'ici 2070. On peut imaginer aussi que l'agriculture remonte. Donc une des premières adaptations, c'est de faire évoluer nos espèces au lieu de faire évoluer les variétés. C'est-à-dire que si on a un maïs dans le sud-ouest de la France, on a comme réflexe de garder ce maïs et d'essayer au maximum de lutter contre le climat en ayant des variétés plus résistantes ou en travaillant sur le sol différemment. Mais en réalité, il y a un moment où on ne pourra plus
faire face, parce que le changement climatique est plus rapide que notre adaptation, il faut passer à une espèce différente. Et ça, c'est une des adaptations de l'agriculture. D'accord. Donc l'adaptation variétale du maïs, par exemple, se heurtera à un mur, mais vous remplacez le maïs, enfin, peut-être demain, par la pistache ou la grenade. Je peux vous faire la liste. Hein. Vas-y. Juste pour vous montrer qu'il y a de l'espoir, justement, puisque c'est la journée de l'espoir, a priori. Sorgho, mil, millet, pistache, grenade, l'avocat, la mangue. Là, il faut un petit peu d'eau. Il y a également la cacahuète. Il y a des choses qu'on connaît beaucoup moins, comme le fruit de la passion, comme la figue de Barbarie. Il y a la figue, il y a l'olive, il y a la vigne. En gros, dites-vous que quand vous regardez ce qui se passe en Espagne, en Grèce, au Liban, dans d'autres pays du coin, je ne vais pas les citer, c'est pas le moment, mais aussi au nord de l'Afrique, les gens ne meurent pas de faim, ils mangent. Moi, je suis libanais, je sais très bien ce qu'on mange là-bas. Et en fait, on aura cette même agriculture qui doit remonter. Par contre, si on reste à s'accrocher à nos cultures historiques françaises, le maïs, la betterave, la pomme de terre, le colza, le blé, ça pourrait aller quand même, eh bien, c'est là où on fonce droit dans le mur, c'est qu'on n'aura pas fait une adaptation suffisamment forte pour faire face au changement climatique. Quand je dis suffisamment forte, adaptation en avance, c'est-à-dire que quand on implante une nouvelle espèce sur un territoire, on voit de plus en plus la pistache arriver à la place de l'abricot. On voit de plus en plus l'abricot remplacer la pêche, la pomme qui est remplacée par la pêche, enfin ça monte quoi. Eh bien, il faut 15 ans minimum pour avoir une filière qui soit suffisamment intéressante sur un territoire. Si ça marche, parce Il faut que l'économie derrière. Il ne faut pas se contenter d'aller chercher un plant au Liban, par exemple, de le planter ici à Montpellier. Un arbre vit en symbiose avec des champignons, il a besoin d'un sol. On peut complètement se planter. Tout à fait, il faut un type de sol adapté, il faut que le climat soit adapté, il faut que la filière économique soit adaptée, il faut que la formation de l'homme soit adaptée. Mais en gros, il faut qu'on prenne de l'avance pour pouvoir faire ces essais-là. On est déjà très en retard parce qu'on a beaucoup placé nos espoirs dans un blé plus résistant, un maïs plus résistant, de faire des réserves en eau pour continuer à faire du maïs. En fait, on ne va pas assez loin en simplement changeant notre système agricole en profondeur, parce qu'à un moment, on ne pourra plus faire ces petites adaptations. Il faut faire les grandes adaptations et en avance pour qu'on évite de se retrouver en 2040 à se dire « Ah, il faut absolument faire de la pistache, qu'on fasse n'importe quoi, qu'on ramène de la pistache de partout et que ça ne pousse pas, qu'on n'ait pas fait d'essai avant. » Voilà. En plus, la pistache, elle vient beaucoup d'Iran. Géopolitiquement, c'est pas terrible. Le gaz de Russie, la pistache d'Iran. C'est-à-dire des plateaux de Syrie et d'Iran, oui. Effectivement, c'est adapté. Là, il y a de plus en plus de pistaches. Et puisqu'on parle de géopolitique aussi, on a tendance à se dire nous sommes une des puissances mondiales, par exemple, du blé. Mais n'oublions pas que dans le nord du globe, en Russie, en Ukraine, en Pologne, au Canada, l'effet du changement climatique est positif pour l'agriculture. La période de culture s'allonge. Le CO2 favorise la croissance. Ils auront suffisamment d'eau. Peut-être pas dans toutes les régions, surtout faire attention aux régions continentales, etc. En fait, c'est positif pour eux. Donc, ils sont en train de structurer des filières agricoles et se dire on sera toujours une première puissance du blé dans l'avenir. Non, on ne pourra pas lutter contre la Russie, l'Ukraine et la Pologne qui ont des terres agricoles qu'il faut explorer et qui auront un climat favorable au blé. Chez nous, il faut créer nos futures filières de demain pour rester une puissance agricole mondiale à l'export et qu'on puisse se nourrir de notre production. Il faut la créer, il faut arrêter de s'attacher à notre historique français. Il faudra irriguer pour les créer, ces bien filières. sûr. Alors, il y a, parce que c'est un gros mot aujourd'hui, l'irrigation. C'est un sujet sensible, l'irrigation, mais malheureusement, en fait, quand on voit l'élévation de la température, donc c'est l'élévation de l'évaporation et de la transpiration, quand on voit également l'évolution des précipitations qui vont plus éventuellement, suivant les modèles, tomber en hiver, mais on n'est pas encore sûr, mais moins tomber en été, ça par contre les modèles sont plus en accord. Or, l'été, c'est la période culturale, eh bien, on aura un déficit d'évapotranspiration et de précipitation en France d'à peu près 50 à 100 mm sur 3 mois en été. Donc, c'est de l'eau supplémentaire qu'il faut apporter. On peut lutter de deux façons. Soit on a des réserves d'eau, et ça peut être intéressant sur certains territoires si c'est étudié par rapport aux nappes phréatiques, et si en parallèle, on fait évoluer aussi le système agricole, ce n'est pas une perfusion à l'eau et on continue à faire la même chose. Ou soit on change complètement d'espèce. Par exemple, une pistache consomme 30% de moins d'abricots. Donc c'est d'un coup, on gagne 30% au lieu de trouver une nouvelle variété d'abricots qui consomme 3% de moins. Donc il y a un moment, il faut juste faire... En fait, je vais peut-être être grossier, mais il faut avoir les couilles de passer à une agriculture différente. C'est très genré, masculin. Et les ovaires, si vous voulez. Les ovaires, voilà. les gonades, voilà. Les gonades, voilà. Les gonades, c'est bien ça. Non, mais il faut arrêter cette agriculture du petit pansement où on déverse des milliards d'euros quand il y a un problème climatique sans faire attention à se dire est-ce qu'il va se reproduire ? Est-ce qu'il faudra que je redéverse de nouveau des milliards dans 3 ans ?
C'est ce qu'on a eu avec le gel agricole en 2021. Et on ne s'est pas posé la question, est-ce que je dois faire évoluer mon système agricole pour éviter de repasser plusieurs milliards dans 3 ans? Voilà. Alain, irrigation, vous voyez où je veux en venir? Irrigation, est-ce que demain, voilà, les grandes bassines qui font parler d'elles dans nos débats très manichéens, notamment sur les plateaux télé, les grandes bassines, c'est pas bien, il faut ralentir l'eau, au contraire, il faut laisser l'eau rejoindre les milieux naturels, l'irrigation est mal vue. Est-ce qu'on ne va pas y couper, notamment ici, sur le bassin Adour-Garonne, à développer l'irrigation et à la développer encore un peu plus et à la relier peut-être à des bassines, à des retenues collinaires? Alors déjà, le principe, c'est bien entendu consommer différemment. Serge vient de l'expliciter, hein, c'est très bien. Ralentir la partie continentale du cycle de l'eau, pour moi, est essentiel. Il va falloir, tu l'as dit ce matin plusieurs fois, désimperméabiliser, arrêter d'accélérer tout ce cycle de l'eau de surface. Pourquoi? Parce qu'en fait, la recharge des nappes se fait par un processus lent et c'est notre stock. Les nappes, c'est le stock. En surface, on a du flux. La perturbation du cycle hydrologique par le changement climatique fait qu'on va devoir avoir parfois des zones avec beaucoup d'eau, une abondance qu'il va falloir gérer. On ne sait pas bien faire ça non plus. On sait faire, mais pas pour ces types de crues. Et on va devoir gérer des étiages, autrement dit des périodes sèches, longues, avec parfois des pics d'intensité de précipitation qui vont potentiellement tout ravager. Donc oui, là-dedans, le mot réserve, pour moi, n'est pas un mot tabou. Il va falloir pouvoir étudier la possibilité de faire des réserves. Et le mot presque le plus principal qu'il faut associer à réserve, c'est encore mieux, c'est substitution. Parce qu'une substitution, c'est ce qu'on vient de faire mes collègues. Ils ont pris dans un gros réservoir, ils se sont servis une petite réserve dans leur verre. Il faut imaginer que le cycle de l'eau, normalement, vient re-remplir cette grande bouteille. Et après, le jeu de la substitution, c'est de dire, ben, vous avez une réserve, vous ne touchez plus à la grande bouteille. Jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau re-remplie. Autrement dit, le milieu naturel, qui lui peut prélever dans la grande bouteille, devrait pouvoir permettre de bénéficier de ce volume, on va dire, qu'on lui a laissé. Donc il n'y a pas à hurler a priori contre une réserve de substitution. Alors, surtout si c'est substitution, moi je suis contre, on va dire, ceux qui sont contre le principe. Parce qu'il y a des endroits où on le sait, on ne saura pas faire sans ça. Et se dire je suis contre parce que, et pourquoi ne pas étudier simplement? Parce que si c'est accompagné, on va dire, comme l'a dit Serge, d'une transition agroécologique, d'un virage, d'une moindre consommation, de plantation de haies et ainsi de suite. On le fait en Adour-Garonne. Ici, on est à RMC, Ronde Méditerranée-Corse, pour l'agence de l'eau. On ne va pas fâcher l'agence de l'eau locale. Mais moi, c'est le seuil de Naurouz, juste après Toulouse, qui nous sépare. Ça fait partie des termes qu'il faut regarder. C'est des choses imaginables si c'est géré, traité et envisagé dans un projet. Si c'est bien sûr pour se dire... oui, mais en faisant comme ça, je vais imaginer que je vais pouvoir continuer à faire ce que je sais faire actuellement avec la même consommation d'eau. Bien sûr que non. Il faut être raisonnable. Voilà. Serge? En fait, c'est là où est la limite entre l'adaptation et la maladaptation. Si on a une réserve de substitution en eau et qu'on ne change rien au système agricole, donc on ne fait pas évoluer les espèces, le sol, les haies, on ne gère pas l'évapotranspiration, l'irrigation connectée, parfois le numérique peut être intéressant. Eh bien là, c'est une maladaptation, c'est-à-dire qu'on perfuse un système actuel qui n'est plus climatiquement valable, on le perfuse à l'eau et on le fait durer. Ça, c'est une maladaptation. Par contre, pour que ce soit une adaptation, il faut que la réserve en eau soit une pièce de puzzle accompagnée d'autres pièces de puzzle. Évolution des variétés, évolution des espèces, agriculture de conservation des sols, moins de labour, plus de couverture des sols, également des haies pour couper les vents, limiter l'évapotranspiration. Et si on met plus de couverture de sol, il y aura plus d'évapotranspiration, il y aura plus de captation de l'eau par la surface et il y en aura moins qui ira c'est pas dans la forcément nappe. plus d'évapotranspiration, parce que si on met une couverture des sols, on a de l'ombre sur le sol et donc on évite qu'il s'échauffe. Et en plus, on stocke du carbone en plus. Donc dans certains cas, ça peut être très intéressant d'avoir des cultures intermédiaires. C'est même l'une des principaux leviers en agroclimatologie pour faire face au changement climatique, mais également pour faire face à la désertification des territoires par l'impact du soleil sur les cultures. Donc il faut qu'on passe d'une maladaptation à une adaptation. C'est là où la limite. Si c'est une pièce de puzzle, le sol, c'est une maladaptation. Si elle est accompagnée d'autres aspects
d'autres sciences qui permettent de faire évoluer, à part l'hydrogéologie, mais aussi la climatologie, l'agronomie et l'agroclimatologie qui viennent dans le jeu, et bien là, c'est une adaptation. Isabelle Schwinn, on peut imaginer avoir besoin aussi de réserves, de substitution, de retenue collinaire pour les forêts, certaines forêts, notamment des forêts nouvellement plantées avec des essences qui viennent d'ailleurs. Je ne pense pas que le domaine forestier envisage d'irriguer ces arbres. Non, ça, c'est pas à l'ordre du jour. Des plantations, je veux dire. Oui, des plantations. Alors, effectivement, alors, le sujet des plantations, il y a un gros débat aussi actuellement. Vous savez que notre président a annoncé qu'il voulait planter 1 milliard d'arbres. Oui, il aurait pu dire 10 milliards. Enfin, oui, bon. Non, mais... Il ne faut pas lui en vouloir. Hein. Il faut savoir que les échecs de plantation n'ont jamais été aussi élevés. Pourquoi ? À cause de ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Voilà. À cause de ces conditions très sèches et très chaudes, voilà, qui sont complètement incompatibles avec une reprise de semis qui ont été élevés en pépinière, chouchoutés, arrosés, etc. Donc on ne pourra pas irriguer la forêt, ça c'est sûr. Là, vers la direction dans laquelle on doit aller, pardon, c'est soit substituer les essences, donc de la même manière qu'en agriculture, on va aller chercher des espèces du cèdre, on est un peu limité, c'est vrai, nous surtout dans notre région, pour aller chercher d'autres essences, parce que il n'y a plus grand chose qui peut après pousser dans des conditions qui deviennent vraiment trop sèches. Hein. Si on se retourne vers l'Espagne, vers le Maghreb, voilà, les choix sont quand même très limités en essence. Et puis, on peut aussi miser quand même sur une adaptation des essences qui sont en place. Et en particulier, si on mise sur la régénération naturelle, on peut avoir donc, des arbres qui vont s'implanter dans des conditions qui sont totalement différentes des conditions dans lesquelles s'étaient implantés leurs parents, et qui vont pouvoir gérer dès la petite enfance ce manque d'eau, ces conditions beaucoup plus chaudes et sèches, et adapter leur croissance en fait l'arbre est très plastique, hein, il est capable d'ajuster pas mal de choses au niveau de son fonctionnement en fonction des conditions dans lesquelles il vit. Donc on peut aussi miser là-dessus, mais là-dessus, c'est vrai que la recherche peine vraiment, enfin n'a pas vraiment de données pour savoir à quel point on va pouvoir miser là-dessus en fait. Françoise, vous avez un point de vue sur l'irrigation, les retenues de substitution, ce combat un peu manichéen. Oui, alors moi je suis pas hydrologue. Je sais bien. Voilà. Et vous avez un avis. Et donc ce que je vois de là où je suis, c'est qu'il y a un grand débat dans la communauté des hydrologues sur ces fameux réservoirs. Moi, ce que je vois, c'est ce qui m'ennuie entre guillemets, c'est que si on a beaucoup de réservoirs. Enfin, non, je vais dire autrement. Les changements structurels dont on a parlé, qui sont nécessaires pour l'adaptation au changement climatique, c'est des changements qui sont difficiles. Parce que personne n'a envie de changer, parce que ça prend du temps, parce qu'on est dans une petite routine et une petite habitude qu'on aime bien, et on se dit on va devoir changer, mais c'est compliqué. Si on a une solution qui est simple sur le papier, avec ces réservoirs, on se dit on va pouvoir continuer comme avant encore un petit peu, pendant encore quelques années. Donc finalement, on retarde la mise en place des changements structurels dont on a besoin. Et le problème, c'est que moi, si j'ai bien compris, les changements structurels, que ça concerne l'agriculture ou que ça concerne autre chose, ça met du temps à se mettre en place. Donc non seulement c'est pénible, mais en plus ça met du temps, ça veut dire qu'on va avoir les effets au bout de 10 à 15 ans, en particulier dans le secteur de l'agriculture, mais peut-être je me trompe là sur le chiffre. Et donc moi, je vois dans ces bassines ce problème-là qui... oui, certes, ça permet pendant un moment de venir pallier à un problème ponctuel. Et comme on n'a pas commencé l'adaptation il y a 10 ou 15 ans, on se rapproche de ce mur dont tu parlais. Et donc, on est quand même content de pouvoir continuer à arroser un petit peu. Et nous, on est content derrière de pouvoir continuer à manger aussi. Je veux dire, on fait partie de la boucle. Après, j'entends d'autres arguments qui sont sur le fait que cette eau, finalement, elle est
comment dire, elle est utilisée pour une seule chose, elle n'est pas relaissée au milieu naturel, qu'il y a des problèmes peut-être d'évaporation, je n'en sais rien, qu'on va chercher dans les nappes phréatiques, faut-il encore que les nappes phréatiques soient au-dessus de leur niveau normal, sachant que par exemple que cette année, on a quand même eu la plupart du temps entre 60 et 70% des nappes phréatiques en France qui étaient en dessous leur niveau normal. Donc peut-être que la réponse à la question des bassines, elle va être très région dépendant et je dirais même peut-être département dépendant et peut-être même parcelle, bassin versant dépendant. Et je crois qu'on ne peut pas avoir une réponse unique pour l'ensemble de notre territoire. Réponse territoriale à l'échelle des commissions locales de l'eau peut-être. C'est ce que demandent beaucoup des élus gestionnaires de bassins et c'est ce vers quoi pousse le Sénat dans un récent rapport. Alain, tu voulais réagir ? Non, c'est exactement ça. Les solutions des réserves de substitution, il faut bien se dire que c'est une analyse territoriale locale. Et c'est un élément de solution. Ce n'est pas une solution, ça fait partie d'une solution. Il y a des endroits où c'est faisable parce qu'on a éliminé toutes les autres capacités A. Il y a des endroits où on peut faire bien mieux. Pour moi, le meilleur réservoir, il est invisible, il est souterrain. Si on arrivait à redonner... C'est les nappes ou c'est les sols ou c'est les deux ? C'est les deux. Le sol est le premier des réservoirs. 60% de l'eau de surface se trouve dans les sols. Voilà, et ensuite, on met en branle un phénomène dit de percolation et on alimente les nappes phréatiques qui sont des nappes de surface réactives qui, en quelques jours, peuvent être à leur plus haut niveau à quelques jours de pluie, comme c'est arrivé cette année, et qui même débordent. On a même eu, au bout d'une semaine, en des lieux bien précis, des débordements de nappes, alors que le reste du territoire était déficitaire. Comme à Sainte-Soline. Comme à côté, comme justement à côté, puisque là, on est sur un terrain où les sols font 20 à 30 cm, ça s'appelle des terres de Groix, sur un calcaire du Jurassique, pour les géologues ici, qui est ultra fissuré, qui se délite en plaquettes de quelques décimètres de côté. C'est poreux, perméable. Pour vous donner à peu près l'échelle de la réactivité du système hydrologique, lorsqu'une pluie a lieu, 3 heures après, les cours d'eau sont en crue, enfin, on commence à voir la crue, 3 heures après, les nappes remontent. Ça vous donne à peu près le temps de réactivité du système. Donc là, prélevé dans un milieu de surface ou souterrain, c'est rigoureusement la même chose. On est dans le même continuum. Je ne tiendrai pas du tout le même discours si on envisageait de créer une réserve en la remplissant par des nappes plus profondes. C'est même pas la peine de l'imaginer, ça, par contre. Voilà, je vais être très très clair là-dessus. Par contre, il y a des endroits où mon propos est de dire il va falloir s'adapter. On a du retard, on a littéralement du retard. Et si on n'aide pas cette agriculture à qui on a demandé d'être productiviste, pas cher, et d'utiliser tout un tas d'engrais et autres produits pour pouvoir nous nourrir, eh bien en fait là, c'est sûr dans le mur. Donc c'est un des éléments de solution pour permettre ce virage. Voilà, c'est un virage serré. Christophe Popy, ça vous fait peur, ce ralentissement de l'eau pour qu'elle regagne les nappes, cette sauvegarde de l'eau, entre guillemets, dans des retenues collinaires, c'est tout bon pour les moustiques ou pas, ça ? À notre échelle, on en est loin, mais la question de la ressource en eau est importante. Alors ça dépend. Si on fait un focus sur les moustiques, il faut savoir. Derrière ma question, c'est est-ce qu'on peut modéliser le risque porté par les moustiques à l'aune de ce que l'on connaît, de ce que l'on pense savoir de l'évolution des ressources en eau et des pratiques agricoles ? Alors déjà, parler de modélisation du risque porté par les moustiques, si on aborde le problème comme ça, c'est trop simpliste, parce que des moustiques, il y en a 3500 espèces dans le monde. Donc, oui. et chaque espèce a ses spécificités, y compris en termes de quel type de ressources en eau ils ont besoin. Il y a des espèces qui sont adaptées à des fleuves, des espèces qui sont adaptées à des lacs, à des flaques, à des petits récipients, à des petites collections d'eau, à des trous d'arbres. Donc, c'est beaucoup plus complexe que cela. Le problème de la ressource en eau, elle est aussi à regarder du côté du comportement humain. Je veux dire, on pourrait très bien se dire, on va avoir des zones où il va y avoir moins d'eau. Certes, qu'est-ce qu'on fait quand on a moins d'eau ? Quand il pleut moins, on stocke.
On stocke de l'eau, par exemple, dans les jardins pour du maraîchage, pour boire, tout simplement. Et Pas dans des pneus, hein, j'ai bien compris. Hein. Faut éviter, mais ça marche tout aussi bien dans un fût ou dans un, comment on appelle ça, un réservoir d'eau pluviale, ce qui tente à augmenter comme pratique. Il faut savoir ce type de réservoir, s'il n'est pas couvert, permet de créer des sites qui sont ultra propices au développement de certains moustiques et des moustiques dont on a parlé tout à l'heure qui transmettent des virus. Donc c'est plus complexe. Alors de dire est-ce que les ressources en eau vont modifier le risque vectoriel, je ne pense pas qu'on puisse l'aborder sous cet angle-là, mais on regarde ces aspects-là, bien évidemment. Je vais passer la parole à la salle, mais avant je voulais vous demander comment vous voyez, vous, ici, la région, peut-être Montpellier, dans quelques années, à l'aune du changement climatique et de tout ce qu'on vient de dire. Françoise. Alors comme moi j'habite pas Montpellier, c'est moi qui commence. Alors l'Occitanie. Bon, moi, ma première inquiétude, elle est sur les événements extrêmes, en particulier les vagues de chaleur. On est dans le haut du panier des projections en ce qui concerne l'intensité et la fréquence des événements extrêmes. Par exemple, l'année dernière, à l'été 2022, on a eu sur l'ensemble du territoire 33 jours de vagues de chaleur. 33 jours de vagues de chaleur, c'est une durée qu'on attendait à l'horizon 2030-2040. Donc sur plusieurs indices, on a l'impression qu'on est en avance en fait par rapport aux projections. Et donc on sait que les vagues de chaleur, elles vont toucher l'ensemble du territoire, mais elles seront bien sûr plus intenses dans le sud, même si à Paris, on n'est pas non plus habitué à avoir des températures aussi élevées et aussi longtemps. Après, on en a parlé, les pluies torrentielles, on voit qu'on n'est pas du tout adapté. À chaque fois qu'il y a un événement méditerranéen ou cévenol, alors moi le vocabulaire là-dessus, c'est pas mon truc, mais on voit très régulièrement à la première page des journaux la place de la Comédie qui est inondée. Donc là, il y a quand même des questions derrière sur l'adaptation des villes. Et puis, bien sûr, il y a la sécheresse. Et ça a été dit, plusieurs années qu'on a des déficits qui se cumulent, bien sûr, entrecoupés de périodes de pluie. Et donc, moi, ce que je vois pour, je dirais, plutôt la région du pourtour méditerranéen, c'est quand même des impacts forts du changement climatique en termes d'exacerbation de l'intensité et de la fréquence des événements extrêmes. Vous avez l'impression quand même que le message est passé, qu'on commence quand même à s'adapter, que vous prêchez moins dans le vide? Alors il y a deux choses. Que le message passe, je pensais que oui, mais récemment j'ai vu un sondage. Alors je ne sais plus qui a commandé ce sondage, mais je crois qu'il y avait 47% de personnes qui ne croyaient pas vraiment au changement, ou à l'origine humaine du changement climatique ou quelque chose comme ça. 37%, peut-être pas 47, 37, voilà. Donc je ne sais pas. Peut-être que, en tout cas, de là où je suis, moi j'ai l'impression que les choses changent parce que les gens que j'ai en face de moi sont des gens qui viennent m'écouter et donc de facto, je ne dois pas avoir un échantillonnage très représentatif de manière statistique. Donc, mais j'ai quand même l'impression qu'au niveau des consciences, ça change. Au niveau de l'adaptation, c'est dur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc là, il y a vraiment besoin, peut-être on en parlera, effectivement, de cette planification écologique. Oui, et puis que voilà, nos élus soient là pour mettre en place cette adaptation et la mettre en place tout de suite. On va y venir après les questions. Alain, l'Occitanie, Montpellier, dans quelques années? Je pense que c'est une région qui va effectivement subir les affres des événements, des élévations de température, des événements extrêmes. Françoise l'a très bien décrit. Et du coup, va devoir avoir une gestion, on va dire, de la ressource en termes de quantité et de disponibilité surtout. C'est pas avoir de l'eau. Il y a une fausse image qui est illustrée. Parfois, on nous compare souvent au sud de l'Espagne. Non, l'Espagne, il fait aussi chaud. On va vers quelque chose qui s'élève en température, mais il va continuer à pleuvoir beaucoup plus qu'en Espagne actuellement. Donc c'est plutôt notre mode de gestion de nos ressources en eau pour satisfaire nos besoins. C'est ça qui va poser problème, c'est cette espèce de gestion quantité-qualité de nos ressources en eau par rapport à nos besoins. Et l'Occitanie, par contre, je pense, là, sera un des fers de lance des territoires, on va dire, par rapport à la problématique de l'adaptation. Ça, c'est très, très clair. Isabelle Schwinn. La garrigue partout, l'Andalousie. Oui,
plus bas Concernant, encore. concernant la végétation naturelle, donc vous l'avez compris, les marges pour l'adaptation sont très limitées. Et c'est vrai que les signes que l'on a actuellement dans les forêts que l'on suit depuis longtemps, et bon, ce matin, il y a eu une présentation notamment du site de Pêchabon, où on suit la forêt de chêne vert depuis de nombreuses années. Mais voilà, on suit d'autres forêts aussi dans la région qui montrent des signes vraiment très inquiétants. Et c'est vrai que je ne suis pas personnellement très optimiste sur l'évolution de ces écosystèmes naturels. Je vais essayer de l'être. Je pense qu'on va avoir une transformation de nos paysages qui va arriver. Bon, paysage agricole, Serge en parlera, mais aussi les paysages, les écosystèmes naturels vont se transformer, ça c'est sûr. Vous dire dans 50 ans à quoi ils ressembleront, je pense que là, pour le moment, c'est encore un peu difficile à dire. Serge, moins de maïs, plus de pistaches. Alors, il n'y a pas de maïs. Enfin, si, en Occitanie ouest. Enfin, moi, je pense au Languedoc souvent parce qu'on est à Montpellier. Alors, moi, j'ai tendance à dire qu'on aura une végétation qui va plus s'approcher des steppes qu'on a en Espagne que des garrigues qu'on a actuellement. Et à Toulouse, on aura plus de la garrigue que ce qu'on a actuellement. Je ne sais pas si c'est faux. Honnêtement, c'est difficile à savoir. Ok, donc je changerai mon discours. De toute façon, il faut être optimiste. Alors, puisqu'il faut être optimiste pour l'agriculture, on n'est pas dans la grosse merde, on est dans la petite merde. Ça va. J'essaye de montrer qu'il y a de l'espoir. Alors moi, au niveau agricole, paradoxalement, et là je suis franc, j'ai de l'espoir au niveau des agriculteurs. Parce que je sais que les agriculteurs, ils ont beaucoup en fait pris des coups avec les guerres mondiales, les crises économiques, les volontés aussi de la population de faire évoluer la production, l'aspect environnemental, etc., etc. Enfin, c'est en fait un métier qui s'adapte énormément et sûrement le plus au monde, l'agriculture. Donc j'ai pas trop d'inquiétude, ils sont déjà en train de faire des prospections sur l'adaptation de la grenade, sur l'adaptation de la pistache, d'eux-mêmes. Par contre, c'est au niveau de l'État où on n'a pas un rôle fédérateur de ces bonnes idées. On est encore sur ces petites mesurettes, on va dire, pour adapter l'agriculture, mais on n'a pas un rôle de leader qui va permettre en fait de créer une nouvelle filière, de projeter un nouveau AOC, Pistache de France, en 2040, quelque chose dans le genre. C'est là où j'ai plus de problématiques. Par contre, pour vous dire au niveau agricole, donc ici, ça sera moins d'abricots, en tout cas des abricots, plus de variétés espagnoles que de variétés... Tout sec à l'origine. Peut-être, ouais, ça poussera sur l'arbre tout sec, oui. Il y aura plus de grenades, plus de sorgho à la place du maïs, plus de mil, plus de millet, beaucoup moins de lait, parce que la vache laitière va souffrir. Elle va remonter en altitude, ces industries laitières, tandis que l'ovin, le caprin, qui sont plus adaptés à ces températures-là, vont arriver de façon un peu plus importante. Et donc l'ours va être bien content. Et le loup. Oui, quoique les vaches, C'est plus compliqué à attraper qu'un mouton quand même. Oui, c'est vrai, je leur demanderai. Et bon, il y aura toujours de l'olive, il y aura toujours de la vigne et de l'olive, toujours du maraîchage dans les endroits où il y a de l'eau, etc., etc. En fait, il y aura toujours de l'agriculture, c'est juste qu'on ne mangera plus la même chose. Et vous pouvez vous attendre dans l'avenir à avoir du houmous français, des pois chiches de France, des cacahuètes, du beurre de cacahuètes français, comme Andros le fait actuellement. On aura des AOC, des IGP, pistaches de France, biscuits de sorgho de Toulouse, des choses dans le genre qu'on ne connaît pas, mais qu'il faut inventer, en fait. Il faut Vous aimez bien la pistache, réinventer hein. notre agriculture. Il ne faut pas s'arrêter, se dire c'est la désertification, achetons à l'étranger et mourons de faim en France. Christophe Poppy. Alors, en termes de projection, hélas, elles ne sont pas très bonnes. Je ne vais pas être très optimiste, on va dire. Pour la région, mais, encore une fois, ça va être des modifications. On a parlé de biogéographie tout à l'heure, et donc d'aires de distribution des espèces, donc des modifications des aires de distribution, modification de la distribution temporelle. Alors en latitude, certaines espèces vont remonter, de nouveaux territoires vont être soumis à de nouvelles espèces et de nouveaux risques vectoriels. En altitude aussi. Donc on l'observe, comme pour d'autres espèces d'arthropodes, on va avoir des moustiques plus hauts. Par exemple, sur ce point-là, il y a eu un cas autochtone l'année dernière à 1500 mètres dans les Pyrénées. On n'aura jamais la paix, quoi. Non. Donc, autre motif d'inquiétude, c'est
des modifications de l'activité saisonnière de ces insectes et de ces moustiques. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les choses sont assez bien bornées. Vous prenez, on dit, la saison du moustique, c'est entre mai et fin novembre. Des hivers plus doux, par exemple, vont prolonger la saison de certaines espèces de moustiques ou d'autres arthropodes, et donc prolonger le risque vectoriel. Donc ça pousse pas à l'optimisme. Mais ça ne va pas pousser justement au contraire à l'optimisme des prédateurs, chauves-souris, hirondelles, si elles ne sont pas mortes. Oui, Bon, il ne faut pas dire ça. Non, tout dépend encore une fois de quel écosystème on parle. Alors peut-être qu'en Camargue, sûrement, d'ailleurs il y a des projets de recherche là-dessus, ou à l'île de la Réunion, voilà, il y a des projets qui s'intéressent à savoir le rôle écosystémique des moustiques, et donc il y a des études. Voilà. Dans certains écosystèmes, ça joue un rôle. C'est une prédateur quand même. C'est une ressource. Ils ont des prédateurs, des araignées, des choses comme ça. Mais enfin bon, en ville, on n'a parfois pas tous ces prédateurs. Mais au-delà pour reprendre un petit peu le cheminement de mon propos, ce qui est plus important, le plus important, c'est vraiment ces changements météorologiques. Il faut savoir qu'on a des systèmes vectoriels avec des virus ou des parasites qui sont transmis par des arthropodes, de la part des moustiques, qui sont très sensibles aux conditions de température, et que des changements infimes de température peuvent vraiment moduler le risque vectoriel, accélérer les processus de transmission. Et ça, il y a des travaux, on commence à le voir un petit peu, c'est des choses qui sont extrêmement complexes. J'avais préparé quelques diapos, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Et hélas, pas d'optimisme pour la région, ni pour la métropole. On aura probablement beaucoup plus de pathogènes qui seront transmis dus à ces dérèglements. Merci Christophe Poppy. C'est rassurant. Mesdames, Messieurs, et après on finira sur d'autres questions sur vos métiers, la façon de parler du changement climatique, la planification, enfin ce qu'il faudrait faire dans l'idéal. Mesdames, Messieurs, ils sont à vous, il et elle, pardon. Oui. Je peux me déplacer aussi, hein, Célia. Je vous demande juste de vous présenter après le bonjour. Bonjour. Bonjour, Jean-François Fauveau du Jardin des Plantes. Je suis ravi de vous avoir tous aujourd'hui parce que tous ces sujets sont des sujets qu'on évoque régulièrement toute l'année avec nos publics. Je suis en charge d'un petit jardin permaculturel, un potager, où je fais de la cacahuète, où en ce moment j'ai de magnifiques chayotes. Vous faites pas de pistage? Pas encore. On espère en avoir bientôt. Mais ma question, elle est plus vers Christophe Poppy, concernant les moustiques. J'habite dans une résidence qui est nouvellement construite. Les normes françaises sont passées, hélas, en construction à moins de 4% sur les côtes, enfin sur les pentes d'évacuation. Donc on a des problèmes de moustiques toute l'année. Pourquoi j'ai pas compris en fait? Moins de ventilation, c'est ça? En fait, pourquoi est-ce qu'au niveau des textes, notamment sur la construction, on ne revoit pas justement les pentes d'évacuation à la hausse? Ah d'accord. Okay. Je vous rejoins complètement. C'est des choses, je fais partie aussi de commissions d'experts à l'ANSES. C'est des choses qu'on a mis parmi la liste des choses à faire. C'est pour certaines espèces de moustiques qu'on retrouve en milieu urbain, il y a vraiment tout un tas de choses à revoir en termes d'urbanisme et de réglementation. Pendant ces dernières années, ça a été la mode des toits-terrasses. Bon, les toits-terrasses avec les pentes plus ou moins réglées. Un toit-terrasse, j'en parlais ce midi, avec un arbre au-dessus. Bon, à un moment donné, on va avoir accumulation d'un petit peu d'eau, et voilà, ça peut être une source monstrueuse de moustiques. Ça peut être des choses auxquelles on ne pense pas. La ville, c'est compliqué. Des fois, c'est des boîtiers France Télécom ou des avaloirs d'eau pluviale qui sont mal conçus et qui sont en fait des gîtes extrêmement propices au développement des moustiques. Et donc vous avez entièrement raison, ça passe par là aussi, revoir la réglementation au niveau de l'urbanisme, de la construction. C'est un point extrêmement important. Alors pourquoi c'est pas encore fait? Il faut alerter, il faut que les pouvoirs publics prennent conscience de l'ampleur du problème, parce que bon, voilà, on peut prendre du recul et de dire bon, 40 cas de dingue en France métropolitaine, c'est pas grand-chose. Mais si on se projette et qu'on dit ça va devenir important, et au-delà de la transmission d'agents infectieux, on a aussi la nuisance qui n'est pas à négliger.
Voilà, les pouvoirs publics vont en prendre conscience et prendront, je l'espère, ce problème à bras-le-corps. Bon, sinon, il y a la clim, ça marche bien hein, pour chasser les moustiques. Non, mais dedans. Bravo, juste pour dire une connerie. Hein. Mesdames, messieurs, oui, Oui, bonjour, c'est Rick Champollion, donc Géosciences Montpellier. J'ai une question plus pour Isabelle. Tu disais que c'est difficile d'avoir une projection de la future forêt, l'espace naturel. C'est difficile parce qu'on ne sait pas, ou c'est difficile parce qu'on n'ose pas le dire, ou qu'on a peur de le dire finalement, ce qu'on imagine, parce que je ne sais pas dans quel sens il faut le voir. Non, si je savais, je vous le dirais. Mais en fait, bon, il y a pas mal de programmes de recherche qui sont en cours là et qui essayent de répondre à cette question, mais voilà, ils sont en cours. Et donc, bon, ce que je peux dire, c'est que quand même, au niveau de l'Occitanie, enfin, quand il y a moins d'eau, il y a moins d'arbres globalement. C'est ce qui se passe. Donc, Serge tout à l'heure évoquait les steppes. Moi, je pense qu'on va plutôt, avant ça, arriver à quelque chose de plus d'ordre de la savane, c'est-à-dire en fait d'une densité d'arbres beaucoup moins élevée que celle qu'on a actuellement, ou des remplacements de ces arbres par d'autres ligneux, mais des ligneux bas. Par exemple, le chêne kermès, voilà, c'est l'autre essence aussi ligneuse, mais c'est un arbre qui ressemble... Quand on ne sait pas, on trouve qu'il ressemble pas mal au chêne vert, mais en fait, il fait 1 mètre, en général 2 mètres maximum, quoi. Voilà, donc par contre, voilà, si on veut parler à l'échelle de la France, pour l'instant, on ne peut pas donner une vision de ce que seront les forêts françaises en 2100, mais je pense que d'ici 3-4 ans, on pourra la donner. messieurs, dames. Monsieur, bonjour. Bonjour, Charles Gaudron, la Cagette de Montpellier. Juste une petite question pour Serge Jacquat. Est-ce qu'on peut nourrir un peu d'espoir céréalier dans le Kernza? Dans le Kernza. Je viens d'entendre parler de cette céréale qui aurait des vertus adaptatives très intéressantes, qui pousserait ses racines très profondément dans le sol. Alors, je ne connais pas qui pourrait remplacer cette le blé. céréale, mais par contre, le fait que vous me donnez des indications sur les racines, il y a plusieurs facteurs qui peuvent favoriser l'implantation d'une nouvelle espèce sur un territoire. C'est des racines qui vont plus profondément chercher l'eau en profondeur. Au lieu de rester en surface, comme beaucoup d'espèces actuellement, elles vont vraiment puiser pour chercher en profondeur l'eau, notamment à la sortie de l'hiver. Ça peut être intéressant pour éviter la sécheresse de surface qui arrive au printemps. Il y a aussi la structure foliaire qui permet de limiter l'évapotranspiration, le tournesol notamment. Il l'a, c'est pas une céréale, mais il l'a. Et il y a aussi la réponse au CO2. Le maïs, par exemple, ne répond pas forcément à l'accroissement de la concentration de CO2, tandis que le blé, lui, par exemple, y répond. Ces 3 facteurs-là peuvent être des facteurs qui permettent d'adapter au changement climatique. Donc je ne connais pas l'espèce de céréale, mais toutes les espèces qui portent ces 3 facteurs-là, ça peut être intéressant. En plus des facteurs de production, résistance aux maladies. Donc c'est pas si simple que ça en réalité. Mais je regarderai du coup sur... il y a plein d'autres céréales qu'on ne connaît pas. Après, il y a une autre problématique, c'est quelle est la filière, comment le consommer, comment le cuisiner et comment l'intégrer dans nos repas. Là, il y a beaucoup de travail derrière, c'est pas juste implanter une culture sur un territoire. Messieurs, dames. Oui. Non, il y a Célia, monsieur. Bonjour. Bonjour, Jean-Luc Régnard, enseignant-chercheur retraité. Je voulais savoir comment on prend en compte par la modélisation l'influence des massifs forestiers existants sur la modification du climat local. Françoise, Isabelle, Françoise. Bah, vous deux. Alors, dans les modèles de climat, bon, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la maille usuelle, elle est de plusieurs centaines de kilomètres sur plusieurs centaines de kilomètres, et on a une représentation de ce qu'on appelle les biomes, en fait. Donc, la végétation est présente et les interactions, c'est surtout ça qui est important aussi, les interactions de la végétation avec les autres composantes du système climatique sont prises en compte. Et après, j'imagine que, mais là peut-être vous savez mieux que moi, quand il y a des zooms régionaux par ces modèles de climat, on doit peut-être augmenter la représentation. Non, bon, bah non. Mais vous voulez compléter ?
Je vais peut-être dire une bêtise, il faut vérifier après moi. Il me semble que dans les échanges gazeux, c'est très simplifié, c'est notamment de l'évapotranspiration, de la prise de CO2, mais c'est vraiment à l'échelle régionale. Dans un système climatique mondial, vous n'allez pas prendre le détail de chaque arbre et de chaque espèce sur chaque territoire. C'est comme si on avait une feuille géante, en gros, qui échangeait des flux de matière avec l'air. La forêt peut être représentée par une feuille géante sans le détail intermédiaire et une feuille différente dans ses paramètres en fonction si c'est une savane, une garrigue, une forêt alpine, etc. Donc c'est comme ça qu'on va faire les échanges atmosphériques. Sur les échanges atmosphériques, question d'échelle, je vais peut-être poser une question bête. Est-ce qu'il pleut là où il y a forcément là où il y a une forêt? Pas forcément. Alors, ça dépend du système météorologique qu'on regarde. Ah. Si c'est une dépression de grande échelle avec une passage d'une perturbation, on n'aura pas forcément l'impact des forêts sur les précipitations. C'est vraiment un système de grande échelle. Par contre, si vous avez la formation d'un orage très local autour d'une forêt, il peut aspirer en fait un peu plus d'humidité, ça aura peut-être un impact sur sa puissance, mais ce sera très local. De dire que si je plante un arbre de plus dans la forêt de Brocéliande, j'aurai plus de pluie à Paris, là ça me paraît un petit peu ambitieux comme objectif. Bon, par contre, oui, si on plante des milliards d'arbres sur toute la France, on aura un impact, oui, sur l'évapotranspiration et mais c'est surtout sur les phénomènes orageux, pas forcément les grosses dépressions. Donc voilà. Donc il ne pleut pas forcément à l'endroit exact ou à quelques kilomètres près de là où ça s'évapore. Non, il pleuvra pas forcément. L'orage ne se nourrit. Le flux d'air entrant dans un orage n'est pas sur la même localisation que le flux d'air descendant là où il pleut. Donc voilà, l'orage peut se nourrir de l'évapotranspiration d'une forêt, surtout si c'est un orage stationnaire, mais une perturbation qui fait 1000 km, non, elle va pas forcément. Même les villes n'auront pas forcément d'impact sur elles. C'est plus sur les phénomènes orageux que ça peut avoir un impact. Alors, il y avait une question là, oui. Ensuite, vous. Oui, bonjour, référent des DRS à l'IBMM à Montpellier. Je voulais savoir par rapport au scénario sur la chaleur. On parle de chaleur létale par rapport à l'humidité et la chaleur. Et ça, c'est pour savoir à Montpellier ce qui nous attend. Va-t-on mourir de chaleur? En gros, c'est ça. Hein. La chaleur humide et la chaleur sèche. Alors en fait, oui, effectivement, et dans le rapport du GIEC qui s'intéresse aux impacts du changement climatique, il y a une figure qui m'a particulièrement marquée quand ce rapport est sorti et qui montre le nombre de jours par an où les populations sont exposées à des conditions mortelles de chaleur extrême couplées à des humidités extrêmes. Alors ce qui est frappant sur cette figure, c'est dommage, j'aurais pu la mettre, je vais vous la décrire, c'est que déjà aujourd'hui, dans toute la zone tropicale, sur les continents, on a plusieurs jours par an, donc de 10 à 20 jours par an, où les populations sont exposées à ces conditions potentiellement mortelles. Et ce qui est vraiment... ce qui fait peur, je suis désolée, je pourrais donner des raisons d'être optimiste après si on en veut, mais c'est que, par exemple, si on regarde ce qui se passe pour le scénario sur lequel nous sommes, donc nous sommes sur une trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre qui nous emmène à un réchauffement de l'ordre de plus 2 degrés par rapport à la deuxième moitié du 19e siècle à 2050 et plus 3 degrés à 2100 sur l'ensemble de la planète. Et ça se décline en France avec plus 1 degré sur chacun des chiffres que j'ai mentionnés. Eh bien, si on regarde ce qui se passe là, dans certaines régions, par exemple en Asie du Sud-Est, on voit que pas tous les jours de l'année, mais presque tous les jours de l'année, à horizon 2100, on a des populations exposées à ces conditions potentiellement mortelles de ce couple, chaleur extrême, humidité quasiment à saturation. Oui, en fait, le niveau... Alors moi, je ne connais pas exactement le niveau de température, mais il est atteint très rapidement. Voilà, avec une humidité qui est quasiment de 100%. Y compris pour le bétail, Serge. Exactement. En fait, là, on a parlé de l'humidex. C'est l'indice qui permet de calculer la température et l'humidité pour l'homme, avec des seuils spécifiques de résistance. Et on a l'indice THI, température humidité index, pour les vaches laitières, pour les animaux. La plupart des animaux, c'est pas le même seuil pour les volailles, les porcs. Et en fait, on fait le même calcul aussi pour les vaches laitières. Alors, pour 2 raisons. L'aspect économique, puisqu'une vache laitière qui va avoir un indice THI élevé, donc stress thermique, eh bien, elle va produire moins de lait par jour.
Donc ça, c'est l'indice économique, parce que son énergie corporelle, et en plus elle mange moins, elle a chaud, elle mange moins comme nous l'homme, eh bien son énergie corporelle va être redirigée vers l'évacuation de cette chaleur au lieu de faire du lait. Donc elle produit moins de lait. Et puis ça peut provoquer aussi des problèmes de reproduction, de maladies, etc., de fatigue corporelle. Donc ça peut descendre jusqu'à moins 30% dans les projections par jour, par vache. Donc si on cumule sur toutes les vaches, tous les jours, tout l'été, ça fait que certains endroits de France ne seront plus rentables pour la production laitière. C'est pour ça qu'elle remonte en altitude et aussi elle remonte par le nord. Et des événements aussi qui peuvent être accentuants, et c'est là où l'arbre a un rôle à jouer, ce sont les pâtures. Parce que des pâtures sans arbres, c'est aussi un stress thermique plus élevé. Donc ça peut mener jusqu'à la mort de l'animal. Et les bâtiments d'élevage comme les volailles ou les porcs qui sont fermés, construits dans les années 50, 60, 70, sans ventilation. En Bretagne, par exemple, avec les 40 degrés qu'on a eu l'an dernier, on a eu beaucoup de mortalité, puisque ça fait office d'étuve avec une cuisson à basse température. En gros, pour être simple, quoi. Du poulet déjà cuit, des abricots déjà secs. Dans les serres, cette année, on a eu des tomates qui ont explosé, qui ont cuit à cause de la chaleur de la canicule. Bon, les pauvres poulets, il peut y avoir beaucoup de mortalité, surtout quand ils sont au sol, et la chaleur a plutôt tendance elle est un petit peu plus importante très en haut, mais aussi au niveau du sol où il y a la population, quoi. Effectivement, l'arbre, la haie, on en parlera parce que le pacte haie est sorti et satisfait tout le monde à peu près, les ONG notamment. Oui, pour compléter, le seuil létal pour l'homme, c'est à peu près 32-42 degrés. 32 en atmosphère saturée d'humidité et 42 en atmosphère parfaitement sèche. Donc, on y viendra après. Je voudrais prendre encore quelques questions, pardon. Bonjour. Donc Nicolas Lemoigne, moi je fais partie de l'équipe qui fait l'hydrogéophysique sur le Larzac. Donc merci pour vos présentations. Vous avez parlé d'accélération, d'adaptation, de changements nécessaires. J'ai entendu que Serge Zaka était plutôt optimiste, contrairement à Isabelle Schwinn qui était moins optimiste. Il y en a deux d'entre vous qui ont mentionné que les élus devaient être au rendez-vous et qu'il fallait que les élus prennent conscience. Donc moi j'avais une question sur le lien entre la science et la politique. Est-ce que les élus vous écoutent ? Et quelle serait la place de la science dans le débat ou la décision politique ? Alain, vous incarnez ça. Vous êtes au comité de bassin à Dour-Garonne. On vous écoute ? Oui, de plus en plus. Oui. De plus en plus, mais de plus en plus, surtout suite à des incidents ou des accidents climatiques. Malheureusement, nous sommes bien français. On a d'autant plus l'oreille attentive des décideurs que ça va mal. Ceci étant, ça fait plus de 10 ans. Et malheureusement, c'est aussi très, on va dire, porté par la bête politique que vous avez en face. Ça dépend. Il y en a qui ont une oreille plus attentive au discours de scientifiques, d'autres pas du tout. Et malheureusement, si nous, scientifiques, on n'a pas notre rôle, on ne joue pas le rôle d'aller porter des messages, il faut faire des personnes relais comme Frédéric qui le font bien. Il y en a d'autres qui le font moins bien. Je pense que nous avons un mandat à sortir de nos laboratoires pour porter les messages. Ceci étant, nous sommes de plus en plus écoutés, surtout si on amène des éléments de solution. Parce que si on ne leur pose que des problèmes, oui, alors ils vous écoutent, bien entendu, mais ça s'arrête là. Si vous commencez à leur dire, attendez, votre territoire a des moyens de s'adapter pour... Alors là, vous avez éveillé leur intérêt et c'est beaucoup plus facile de faire passer nos messages scientifiques. Françoise, les chercheurs doivent sortir de leur labo, c'est ce que vous faites. Plus de chercheurs devraient le faire. Alors oui, juste pour rajouter, comme on est en région Occitanie, on peut aussi parler de l'autoroute entre Toulouse et Castres. Donc j'ai une vision un tout petit peu plus nuancée. Et après, je pense que ça dépend entre l'échelle locale et l'échelle globale, c'est très différent. Voilà. Moi, c'est une histoire d'échelle spatiale, peut-être. Est-ce qu'on doit sortir de nos labos ? Alors, je pense que oui, et pas que pour le politique, pour le grand public. L'autre jour, après une conférence, il y a une dame qui est venue me voir en me disant « Vous m'avez fait du bien ». Pourtant, j'avais vraiment expliqué des choses vraiment pas très sympas. Et elle m'a dit « Mais vous m'avez fait du bien parce que d'abord, vous m'avez donné une information claire et l'information claire, elle me rassure. » Elle m'a dit ensuite « Je suis contente de voir qu'il y a des gens qui comprennent ce qui se passe. Et puis, vous avez l'air de savoir beaucoup de choses. »
Et je me suis dit, bah oui, c'est vrai, en fait, on a une bonne vision de la situation. Et puis, je lui ai dit, en plus, vous savez, on a des solutions d'adaptation, d'atténuation. Donc, toutes les raisons d'être optimiste, je crois qu'elles sont là. Et donc, moi, je prends plaisir à sortir de mon laboratoire, parce que ça fait plaisir de sortir, des fois, de voir autre chose. Oui. Et Mais l'institution vous y pousse ou c'est compliqué quand même? Est-ce qu'un chercheur est reconnu dès lors qu'il sort de son labo pour aller parler à la télé? Alors, je dirais que d'abord, en tout cas pour ce qui me concerne, on nous laisse une très grande liberté d'intervenir là où on le souhaite et des interventions. J'imagine que si j'étais climato-sceptique, peut-être qu'à un moment donné, j'aurais des nouvelles du service communication de l'IRD. En tout cas, moi j'ai une très grande liberté là-dessus. On nous pousse, je dirais pas au départ. C'est-à-dire que ce n'est pas l'institution qui nous demande de faire ça et c'est pour ça qu'on le fait. On nous propose de le faire, on aime bien, on s'y sent bien, parce qu'il faut aussi se sentir bien. C'est pas toujours facile de donner une conférence, d'être devant 150 personnes, avec des fois des questions qui peuvent être délicates, etc. Donc il faut aimer le faire, il faut aimer expliquer, il faut aimer aussi peut-être des fois se confronter à des idées différentes ou à des questions difficiles. Et après, effectivement, on sait venir nous chercher pour nous proposer toujours plus. Et je dois dire que moi, je vois, que ce soit mes collègues ou moi, on est, je pense, au maximum de ce qu'on peut faire en termes d'intervention médiatique, mais grand public, au niveau des scolaires, etc. Et on parlait de relais tout à l'heure, et c'est vrai qu'on a besoin de relais, de personnes qui peuvent venir expliquer la science aussi bien que nous, peut-être même mieux que nous, dans des termes des fois peut-être plus appropriés. Et là, il y a vraiment une énorme... On voit en tout cas que la demande augmente énormément. Serge? Alors, je répondais juste à la question directement qu'a posée monsieur, que je connais d'ailleurs. On s'est croisés à la gare, c'est ça? Oui, ok. C'est beau. C'est bien passé? C'est très très bien, oui. En réalité, ce que j'ai réalisé, c'est que quand on se prend des grosses claques dans la gueule, pour être franc, en agriculture, c'est à ce moment-là qu'on réagit. Quand on s'est pris 4 milliards d'euros de dégâts en 2021, les gens ont découvert l'agroclimatologie. Au ministère, ils ne savaient même pas que l'agroclimatologie existait. Donc là, j'ai eu tous les ministres qui m'ont appelé, genre qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites à la télé. En 2022, on s'est pris des milliards d'euros de dégâts sur la sécheresse et les canicules, et là, on s'est dit, ah oui, c'est vrai que le maïs, il est peut-être pas adapté. Et en fait, c'est quand on se prend des claques qu'on nous écoute. Par contre, il y a une différence entre nous écouter et traduire et agir. C'est-à-dire qu'on nous écoute, on a des solutions, mais le politique va tendance à prendre des solutions court terme pour faire plaisir à un certain électorat que des solutions long terme. C'est-à-dire le court terme, c'est la génétique, variété et puis les réserves de substitution. Par contre, l'évolution dans le temps des filières agricoles, l'évolution de l'agriculture de conservation des sols, l'évolution du système agricole, en fait, on va payer des milliards maintenant pour le faire évoluer et les fleurs vont arriver au président dans 2-3 mandats. En fait, le temps politique, qui est généralement par pas de 5 ans, il est complètement différent du temps des forêts et du temps du climat. Et donc, en fait, on peut avoir des actions court terme pour faire plaisir ou pour ne pas faire trop des plaisirs. La différence fait qu'on peut avoir des actions qui ne sont pas forcément long terme. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, alors moi je vais être assez franc parce que je reçois des centaines d'insultes de messages par jour sur les réseaux sociaux et j'en ai... En même temps, tu cherches. Bah, oui, non, mais c'est marrant aussi de les chercher. Moi, je remue la fourmilière. Alors, pour moi, je le vis très bien. Et d'ailleurs, j'adore faire des ratios sur les réseaux sociaux et puis leur répondre et en fait avoir plus de likes sur la réponse que leurs commentaires pourris sur le climato-scepticisme. J'aime bien en fait les provoquer, j'aime bien être leur bête noire, mais en réalité, il y a d'autres chercheurs, d'autres climatologues qui sont peut-être plus sensibles à ça et qui peuvent en fait avoir une certaine lassitude d'être tout le temps présents devant la scène. Donc, s'il y a des jeunes dans l'Assemblée, je vois qu'il y en a quand même quelques-uns parmi les cheveux blancs, eh bien, ne vous sentez pas visé. Eh bien, en fait, aller sur les réseaux sociaux, c'est notre principal endroit de bataille. Et si vous vous faites insulter, si vous vous faites prendre des remarques,
bah, c'est normal, ça veut dire que vous avez réussi en fait. Ça veut dire que vous dérangez les personnes qu'il faut déranger. Donc continuez et faites-vous insulter encore plus. Recevez des menaces de mort, c'est génial. Mais ça veut dire que vous arrivez à destination et surtout ne vous démoralisez pas à la moindre petite remarque sur votre physique, sur votre tête, sur votre façon d'être, parce que justement, il nous faut absolument, mais vraiment, des scientifiques qui parlent aussi sur les réseaux sociaux. Alors, il y en a ici, bien sûr, mais il en faut beaucoup plus dans l'avenir. Non, Françoise et Alain, vous n'y êtes pas sur les réseaux sociaux. Vous non plus, Isabelle. Bon, vous parlez, Françoise, tu es beaucoup dans les médias aussi. Moi, je n'y suis pas pour deux raisons. D'abord parce que j'ai des collègues qui le font très bien. Et puis ça prend du temps. Et la deuxième raison, c'est que ça prend du temps. Et moi, je ne pense pas que je serais hyper assidue. Et en revanche, je pense que très rapidement, ça m'énerverait. Mon caractère fait que... voilà. Et donc, je dirais, voilà, chacun fait selon ses capacités et ses compétences. Et tu le fais très, très bien, d'ailleurs. Hein, tu fais parmi je pense qu'il y a une petite dizaine de personnes qui distillent très bien l'information et quasiment en temps réel, avec des choses qui sont mises à jour très régulièrement. Et même pour nous, hein, c'est vraiment très intéressant d'aller regarder, d'aller chercher une information. Et moi, je vous félicite. Mais je pense que bon, bah, tu as l'air de vivre très bien. Oui, j'adore. Ouais, je crois que c'est beaucoup plus dur pour certains autres de mes collègues parce qu'à un moment donné, leur implication est telle qu'il y a aussi un mélange entre vie privée, vie professionnelle. Et là, ça devient difficile. Voilà, de supporter certains types d'insultes peut-être aussi. Oui, il faut faire attention. Voilà. On peut y laisser des plumes. Hein. Dès lors qu'il y a de l'affect, il ne faut surtout pas montrer ses affects parce que c'est tout ce qu'ils veulent, que ce soit sur un plateau télé ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Et c'est un métier à part au sens où ça s'apprend. Si vous allez sur les réseaux sociaux, apprenez à le faire. Si vous allez sur un plateau télé, apprenez à le faire. Si vous allez en radio, apprenez à le faire. Et moi, je suis toujours surpris que dans le monde de la recherche, on ne vous apprend pas. On ne vous apprend pas à communiquer, à parler à un journaliste, à parler à une caméra, à parler en radio, à s'adresser, à savoir répondre aux réseaux sociaux. Il y a des codes à respecter. Oui, quand même, hein, la plupart des organismes maintenant proposent des formations pour les personnels de la recherche sur à savoir intervenir dans les médias. Est-ce qu'elles sont suivies? On ne nous oblige jamais à suivre une formation. En revanche, ces formations sont vraiment très bien faites. Hein. Moi, je l'ai suivi il y a vraiment très longtemps. Et c'est sur 2-3 jours. Et c'est vraiment très bien. Et puis, on apprend plein de choses, même pour sa vie quotidienne, pour communiquer avec sa boulangère ou n'importe qui d'autre. Et moi, je pense que voilà, il faut prendre le temps pour aller le faire. Il y a même des techniques de communication qui sont jouissives à mettre en place pour voir si ça marche. Voilà, moi j'ai été très surprise. Voilà, on m'a dit on peut dire tout ce qu'on veut à partir du moment, peu importe la question, à partir du moment où on a bien en tête ce qu'on veut dire. Et ben, ça passe. Effectivement, on peut le faire. Voilà, mais c'est des techniques. Et moi, je trouve aussi que ça permet d'être rassuré, d'arriver avec ces techniques, parce que finalement, quand on est scientifique et qu'on intervient, c'est quand même pour faire passer des messages. Sinon, on aurait fait un autre métier. Et donc, voilà, l'idée, c'est quand même de faire passer ces messages et de les faire passer au mieux. Christophe Poppy. Rapidement, il y a encore 3 questions. Non, c'était pour revenir à la question sur le dialogue avec les politiques. Alors, tout dépend là de l'échelle aussi, enfin, dans mon domaine. Alors il y a quelques années, on avait fait un guide à l'intention des communes pour la gestion de la colonisation du moustique tigre. Et puis, au fil du temps, j'avais participé à cette expertise. On s'est aperçu qu'il n'y avait quasiment aucune commune qui avait connaissance de cet outil qui existait déjà. Donc, on avait été proactif, c'est-à-dire donc en mettant à disposition des municipalités des outils. Bon. Dans mon domaine et comme dans d'autres, on va dire, c'est souvent quand il y a des crises. C'est souvent quand il y a des crises que ça réagit. Au niveau des politiques nationales, c'est un peu compliqué. Une crise du chikungunya, du Zika, de la dengue, on va nous dire quelles solutions vous pouvez offrir et ça va nous mettre, c'est un moment de dialogue où on va pouvoir être plus sur le devant de la scène et pouvoir livrer des messages, voire des solutions. Il y a un autre canal qui est important aussi pour parler aux décideurs, c'est l'expertise. L'expertise, voilà, peut-être que vous avez certainement tous suivi. Il y a quelques semaines a été publié un rapport sur les punaises de lit, par exemple, par l'ANSES. Vous avez vu, très vite, ça a réagi au plus haut niveau, au niveau politique, pour essayer de comprendre et d'offrir des solutions. Peut-être un peu trop, non? Ouais, mais ça réagit.
Ça réagit. Oui. Il y a les crises et l'expertise de mettre sur le devant de la scène un problème. Et là, c'est les réseaux sociaux qui font le reste. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais ça mouline dans la tête. Et voilà, ça offre un nouvel espace pour du dialogue et pour ouvrir des solutions. Et je voudrais juste terminer avec le fait sur le dialogue avec les politiques. Moi, j'ai le sentiment, au moins dans mon domaine, et ça, c'est certainement le travail de certains de mes collègues plus expérimentés, au niveau local, par exemple, au niveau de la région Occitanie, il y a vraiment actuellement beaucoup de co-construction, des questions de recherche et des solutions. Et ça, c'est vraiment une note d'optimisme. Merci. Monsieur, bonjour, rebonjour. Bonjour, Jean Chéry, Géosciences Montpellier. Je voudrais revenir sur la question tout à l'heure qui a été posée sur la relation entre les forêts et la pluviométrie. Je pense que c'est un point très très important et auquel on ne prend pas beaucoup garde. Si on regarde en fait les données mondiales et qu'on regarde l'évolution des données en fonction de la côte, ça décroît partout dans le monde, sur 200-300 km. Il y a 4 exceptions. C'est la forêt amazonienne, la forêt en fait africaine tropicale, la forêt sibérienne et puis la forêt canadienne. Donc en fait, c'est des phénomènes, enfin c'est une observation, ça se passe sur des milliers de kilomètres. Ça a été relevé initialement par des chercheurs russes, et j'ai fait pas mal de recherches et enquêté auprès de mes collègues climatologues et météorologues. Finalement, c'est des choses qui ne sont pas prises en compte, alors qu'il apparaît, au vu de ces données, que le fait de garder des grandes forêts, ça a un impact majeur sur les précipitations. Donc je voulais avoir vos commentaires là-dessus. Isabelle ? On en a déjà parlé tout à l'heure. Et donc oui, enfin, on sait que les forêts jouent un grand rôle dans le système climatique, et notamment au travers de la transpiration dans le transfert en fait, de l'eau dans l'atmosphère, et donc du coup des régimes des pluies. Donc garder des forêts, oui, donc lutter contre la déforestation en zone tropicale notamment, bien sûr. Enfin oui, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Garder nos forêts en France, oui, mais comment? Enfin là, c'est que, comme on l'expliquait tout à l'heure, les conditions climatiques ne sont plus favorables à maintenir les forêts telles qu'elles étaient. Et en fait, là, la question, c'est de réussir à les maintenir, hein, globalement. Voilà, la question, elle est là, en fait, surtout pour nous, là, actuellement. En fait, je crois qu'il y a une confusion entre deux échelles. Les arbres sont pris en compte dans le phénomène mondial, dans les échanges. Par contre, le GIEC ne va pas travailler sur les effets très locaux autour de la forêt amazonienne ou autour d'un bosquet du côté de la Beauce, par exemple. Et il faut faire attention, voilà, au phénomène d'échelle, de prise en compte des forêts. Sur le phénomène local, non. On ne va pas pouvoir vous dire précisément ce qui va se passer. Par contre, sur le mondial, oui, en termes d'échanges gazeux sur l'ensemble de l'atmosphère. Françoise ? Juste rajouter 2 choses. Le fait d'avoir de la forêt ou pas, ça change la couleur de la surface, ce qu'on appelle l'albédo en fait. Et donc ça change finalement les échanges de chaleur entre la surface et l'atmosphère. Et ça joue aussi finalement dans la pluviométrie locale. Il y a des études qui sont... donc je sors du monde du modèle. Il y a des études qui regardent comment la présence ou l'absence d'une forêt, et suivant le type de forêt, comment ça modifie la pluviométrie, mais ça reste local. Et la dernière chose que je voulais dire, là, quand on parle du périssement des forêts, je crois que c'est l'année dernière, ou en 2021, pour la première fois, la forêt française a rejeté plus de dioxyde de carbone qu'elle n'en a absorbé, de par son dépérissement. Et donc, et ça, c'est un effet qu'on voit au niveau global, où les puits de dioxyde de carbone sont de moins en moins efficaces avec le degré de réchauffement. Oui, c'était une publication du CEA du mois de juin. Ouais, alors, donc bon, merci. Oui, parce que je voulais aussi l'évoquer, parce qu'on ne l'a pas évoqué. Le puits de carbone forestier et globalement de la végétation est en train de diminuer, enfin de chuter, pour tout dire. On est passé de 60 millions de tonnes de CO2 depuis à 30 millions. Or, la stratégie nationale du gouvernement, stratégie bas carbone, donc pour atteindre la neutralité en 2050, est basée sur ces puits naturels de CO2. Et donc la stratégie
et n'a pas du tout, ben non, parce que cette stratégie était basée sur les 60 millions de tonnes. Donc la stratégie ne tient plus. Et c'est là où on a un gros souci aussi actuellement. Oui, effectivement, on pouvait espérer atteindre en SNBC 100% être à zéro émission, on serait à 80%. On aurait perdu 20% en fait d'ici 2050. Mais bon, une fois qu'on a touché le fond de la piscine, déjà c'est qu'il y a un fond, on peut remonter. Donc a priori, on va réabsorber si du on carbone. est mort au fond. On remonte pas, mais sauf quand on se décompose. D'accord. Bon, allez, monsieur. Merci. Faites-nous rêver. Bonjour. Oui, question simple, mais avant, je vous la poserai. Avant, il faut que je me présente. Je suis élu, adjoint à Palavas-les-Flots. Donc, les moustiques et les poissons, bien sûr, et la montée des eaux, on s'y tient toujours. Je suis à mon 6e mandat. Donc, on a une culture maritime, bien entendu, où on voit les tempêtes arriver, on voit l'eau monter dans les étangs. On est au milieu des moustiques. Sachez qu'à l'époque, les gens ne voulaient pas investir sur le bord de mer parce qu'il y avait trop de moustiques. Et puis alors, donc, j'en viens à ma question. Donc, je ne m'appelle pas Lagardère, je m'appelle Guy Reverbel. Voilà. Donc, je suis venu à vous. Les élus, Joli. Vous voyez, il y a des élus de terrain. C'est vrai que la région fait beaucoup d'efforts pour être en phase avec tout ça. Donc ma question est très simple. Moi j'aime bien les tropiques, sûrement ici il y en a qui y sont allés. Est-ce que vous pensez qu'on va passer d'un régime méditerranéen que l'on connaît, que l'on connaissait, à un régime tropical? Et est-ce que les arbres, etc., va s'adapter à ce nouveau régime? C'est physiquement impossible puisque le régime méditerranéen est caractérisé par 4 saisons, tandis que le tropical est caractérisé par moins de saisons, 2 saisons, il me semble. Et c'est dû à la présence en latitude par rapport aussi à la durée des saisons, à la durée du jour. Donc c'est physiquement impossible qu'on arrive au tropical. Par contre, il est possible qu'on ait quelques caractéristiques par rapport à l'augmentation de la température de la mer, l'augmentation des pluies tropicales, des pluies cévenoles en automne, et des saisons qui vont ressembler plus à une saison sèche et entourée de saisons où il pleut beaucoup plus. Voilà. Mais on n'arrivera jamais dans la classification des climats à un climat tropical. Après, je ne sais pas si vous voulez... Françoise, dire quelque chose. En fait, il y a souvent ce terme de tropicalisation qui revient et qui veut juste dire que le climat français se rapproche en termes de certaines caractéristiques, c'est ce que tu dis, de climat, de pays qui sont à des latitudes plus basses. Donc c'est la température moyenne de l'année du fait de l'allongement de la saison estivale vers le printemps et vers l'automne, d'hivers qui vont être beaucoup plus doux, de ces pluies torrentielles dont tu as parlé. Mais non, je ne crois pas que ça va être encore le Maroc en France dans les décennies qui viennent. Mais je dirais c'est plus en termes de caractéristiques. On se dirige vers des caractéristiques qui ressemblent à ces pays un peu plus au sud. Mais on ne change pas les fondamentaux. Dernière question, pardon. Bonjour, je suis Gilles Prado, je suis à l'Institut Make It à l'Université de Montpellier. On accueille des chercheurs étrangers qui travaillent sur les questions de transition. Ma question était plutôt pour les directrices de recherche. Comment vous communiquez sur par rapport vis-à-vis des médias en prenant en compte les questions d'incertitude? Vous avez mentionné à plusieurs moments que voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas encore et qu'on va découvrir. Ce sera un fabuleux terrain de jeu et d'expérience. Mais comment communiquer des messages clairs? Hubert Reeves, qui vient de mourir, avait l'habitude de dire qu'on avait, quand on apparaissait dans les médias, la possibilité de décliner un message. Mais du coup, quand on est dans une phase d'incertitude, comment on gère cette incertitude pour la communiquer ou pas? Dans la simplification obligatoire sur un plateau télé. Oui, alors je crois que généralement on dit voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas. Donc en fait c'est assez noir et blanc.
On parle, je pense, rarement des incertitudes, sauf si on nous pose la question. Et je crois qu'on n'arrive jamais à donner ce discours du GIEC qui dit toujours une affirmation avec un niveau de confiance qui est faible, modéré, élevé. Ça, moi, j'ai jamais j'ai jamais parlé comme ça dans les médias. En revanche, si on nous pose la question sur qu'est-ce qu'on ne sait pas, où sont les incertitudes, évidemment on répond, mais le truc c'est que je crois qu'on sait quand même beaucoup de choses et que le climat c'est plus vraiment un problème de physique du climat, c'est un problème géopolitique, un problème de santé, mais en termes de physique du climat on sait quand même énormément de choses. En revanche, il y a des choses qu'il faut affiner parce que notre connaissance est limitée. Voilà, je dirais plutôt comme ça en fait. Isabelle ? Oui, c'est la même chose, sauf que dans mon domaine scientifique, on est en retard par rapport aux climatologues sur l'aspect incertitude, même au niveau recherche de la quantification de ces incertitudes, je dois dire. Il y a un gros travail encore à faire, on le sait. Et donc quand on communique, on est plutôt... Parce qu'on a une incertitude, mais qui est autour d'une tendance et d'une moyenne qui, elle, fait consensus. Donc on met l'accent plutôt sur cette tendance sur laquelle on a une certitude. Par exemple, on parlait des pluies d'hiver. Il y a aujourd'hui sur le territoire métropolitain des grosses incertitudes jusqu'à 2050 sur l'évolution des pluies l'hiver. La tendance, c'est que ça augmente légèrement, mais en fait, la variabilité autour de cette tendance est quasiment aussi forte que le signal lui-même. Donc en termes de statistiques, on dit que finalement, on ne sait pas. Mais quand on va nous poser la question, on dit qu'on voit effectivement une tendance à l'augmentation qui est faible. Voilà. Après, c'est toujours le problème du temps dans les médias. Le temps est très contraint. En moyenne, en télé, 45 secondes, c'est déjà un tunnel. En radio, un peu plus long. Donc, vous imaginez à quel point il faut choisir ce qu'on va dire. Il faut accepter. Ça aussi, je le vois souvent des chercheurs qui s'interdisent de simplifier parce qu'ils ont peur qu'on les taxe de simplisme. Mais bon, le langage des médias, c'est un langage où il faut aller vite. Ou alors, Alain, comme l'autre jour, à la Bourboule avec Fanny Agostini, vous avez eu le temps d'expliquer, d'expliciter largement le rôle des prairies, d'expliciter les bassines devant des confrères que vous avez tous vus à la télé, économistes et journalistes politiques qui, pendant 3 jours, ont été formés. Je pense à des choses qu'ils découvraient véritablement. Ça m'a un peu surpris, notamment sur les prairies. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir former des journalistes pendant 3 jours au cycle de l'eau, donc au grand cycle de l'eau. Et tu l'as très bien exprimé, c'est une chance. Alors on a évoqué les incertitudes, on a évoqué les chemins, ce que le GIEC appelle les pathways, et qui nous permettent de nous repérer, parce que l'incertitude, c'est de la statistique, on va dire, par rapport à des paramètres, par rapport à des résultats issus de modélisation. Mais quand ces résultats issus de modélisation sont eux-mêmes des fonctions d'entrée, comme pour moi, dans le modèle que je vais faire tourner par rapport au grand cycle de l'eau souterrain, vous imaginez que là, l'incertitude, je ne vous la donnerai même pas, c'est même pas du pourcent. On est au-delà de ce facteur d'échelle-là. Mais malgré tout, il faut exprimer quelque chose, il faut arriver à dire des choses. Et le message qu'on avait porté, par exemple, c'était sur les prairies. Alors les prairies, oui, une prairie pâturée, ombragée, avec de la matière organique, on va dire, avec des animaux dessus qui la font vivre, avec une vie, un biotope, de l'eau et de la matière organique. On a calculé à l'échelle du bassin, alors à Dourgaronne, on est de l'autre côté du seuil de Naurouze, mais on n'est pas si loin que ça, le stock total d'eau dans ces terrains-là est égal à tous les volumes, et le même ordre de grandeur que les volumes stockés en surface. Donc vous imaginez bien que ce genre de biotope, qui ressemble un peu à quelque chose, on va dire, comme la Normandie, les Deux-Sèvres, enfin quelque chose où on a des haies, on a des arbres, on a des animaux qui travaillent et qui vivent dessus, c'est un stock en eau potentiel pour le futur. Voilà. Et autant que les grandes infrastructures du bassin, sur l'ensemble du bassin versant à Dourgaronne, toute la chaîne pyrénéenne et la chaîne Dordogne, Lot et ainsi de suite. Voilà à peu près les enjeux et les ordres de grandeur qu'il va falloir commencer à exprimer, parce que c'est sur ça qu'on va devoir se reposer. Et c'est ce qui est ressorti, on terminera là-dessus, juste, je vous laisserai peut-être un petit mot de la fin, mais là j'ai animé les 2 jours de restitution de la prospective qu'a conduit l'ADEME d'ici 2050 sur la région Bourgogne-Franche-Comté.
une journée de débat avec vous autres chercheurs et une autre journée en public avec des professionnels du territoire. Et ce qui ressort, c'est certes, le puits de carbone est passé de 9 millions à 1 million de tonnes, le puits de carbone forestier. Et en fait, de près ou de loin, toutes les solutions convergent vers la même chose, c'est replanter, certes, mais mettre de la prairie, encourager la prairie, toujours de la prairie, et donc encourager les agriculteurs à transmettre leurs élevages à d'autres. Et puis, ce que disait le monde agricole, c'est remonter d'espèces, donc ils se mettent là à planter du pommier, du poirier, je ne sais pas s'il y aura de la pistache, mais en tout cas, les pouvoirs publics, et manifestement la préfète de région qui était avec nous, aide à oublier ou à faire passer toutes les emmerdements administratifs pour accélérer un peu les choses. Et l'autre tendance qu'on voit, encore une fois, c'est l'agriculture, en tout cas dans cette région-là, semble être la clé de voûte d'à peu près tout, et notamment par la production d'énergie. Vous savez qu'aux agriculteurs, on demande tout, hein, produire pas cher, mieux, respectant la biodiversité, en faisant pas mal aux animaux, en acceptant le loup, etc., et en produisant de l'énergie. Avec cette course qui peut sembler inquiétante sur la matière organique, est-ce qu'on la laisse au sol, est-ce qu'on la fout dans des méthaniseurs, et l'agrivoltaïsme, qui est un peu né à l'INRAE de Montpellier, et et aujourd'hui, il y a une floraison d'expérimentation, à la fois pour produire de l'énergie, ce qui donnerait un revenu suffisant aux agriculteurs pour lisser les aléas liés au climat, et ainsi comment dirais-je, être plus à l'aise avec le risque à prendre sur de nouvelles cultures, et en même temps protéger les pommiers, les poiriers, etc., du risque de cramer sous le soleil. Son revenu également de la part des maires, bah oui, on va tous faire de la enfin, vous avez compris, hein, retirer voilà, pour mettre de l'arbre en ville. J'aurais voulu aborder ce sujet, mais on n'aura pas le temps. Un mot de conclusion à chacun, ce qui veut dire 30 secondes chacun. Christophe. Conclusion globale, moi j'aurais... Faites-nous rêver, Christophe Poppy. Non, j'aurais souhaité rebondir sur... On n'a plus le temps. Non, mais ce sera mon mot, ce sera mes 30 secondes. Ce que je veux dire par rapport à l'incertitude et le manque de connaissances, je pense que ce qui est important en tous les domaines, dans le mien en particulier, c'est l'humilité, de savoir répondre aussi bien aux médias, de dire on ne sait pas, mais on se pose des questions. Et le message... souvent, c'est on a besoin de données sur des temps longs. Ça va vous paraître idiot, mais qui c'est qui surveille depuis 20 ans, 30 ans les moustiques? Est-ce qu'on a des séries? Non. Donc il faut demander et réclamer des financements pour pouvoir justement faire des observatoires, et c'est ça qui permettra de régler l'incertitude et de répondre avec plus de certitude aux questions qui nous sont posées et aux enjeux à surmonter. Excellent mot de la fin. Serge, fais mieux. Encore. On va tous mourir. Merci Serge. Non, je rigole, surtout que c'est pas du tout mon discours habituel. Très vite, si vous voulez suivre les débats et si vous voulez continuer à apprendre des choses, n'hésitez pas à suivre de vrais chercheurs sur les réseaux sociaux, notamment Christophe Cassou, Valérie Masson-Delmotte. Bon, je vais pas dire moi, ça fait trop autopromo, mais il y a plein de chercheurs que vous pouvez trouver, des spécialistes de leur domaine. Suivez-les. Commentez, partagez. Je pense que c'est votre façon aussi de faire face au climato-scepticisme. Isabelle Schuin. Oui, mais moi je voudrais dire qu'on a beaucoup parlé d'adaptation aujourd'hui et qu'on n'a pas parlé d'atténuation et qu'il coûtera 20 fois plus cher de s'adapter que d'atténuer. Donc mon mot de la fin, c'est sobriété. Et ben voilà. Oui, moi je voulais juste dire, c'était très orienté sur la région, hein, cette table ronde, et je pense qu'on manque certainement d'expertise à ces niveaux-là, au niveau régional et encore peut-être un cran en dessous. En tout cas, dans la communauté des climatologues, c'est clair, et on essaye d'aller vers la régionalisation, mais des fois, on est simplement bloqué par des aspects techniques. Les heures de calcul, ça peut être compliqué à obtenir pour la modélisation, mais je crois que la clé de... Je parlais encore de l'adaptation, même si je suis bien persuadée que l'atténuation, c'est l'autre jambe. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, des expertises aussi très locales. Alain Dupuis. Je vais faire un focus sur l'eau, hein, en fait, juste pour rappeler que haute surface ou atmosphérique ou souterraine, c'est le même cycle, c'est la même ressource. Et que c'est ça qu'on va devoir apprendre à partager. Voilà. Et moi, ce que je vois, c'est le besoin qu'ont tous les gens de parler. Ça fait 32 ans que je fais ce métier, 15 ans que j'anime des débats. C'est toujours la même chose, c'est on ne se parle pas, on ne se considère pas, on ne discute pas dans ce pays. Des instances, il y en a plein.
mais qui ne servent pas à grand-chose. Ce n'est pas parce qu'on met des gens autour d'une table que les gens vont se parler. Voilà, il y a la façon de poser la question. Il y a est-ce que vous partagez le même vocabulaire commun? Souvent non. Je me souviens d'une grande réunion nationale où personne n'avait la même définition du mot biodiversité. Or, on était censé parler des trames vertes et bleues. Donc il faut accepter de prendre du temps, beaucoup de temps, pour que tout le monde ait un niveau de connaissance commune. Et puis, virer les affects de façon à ce que chacun puisse se mettre dans la tête de l'autre, ce qu'on a du mal toujours à faire en France. Il y a une vraie ingénierie du dialogue qui reste à bâtir. Et mine de rien, je reviens à ce qu'ont montré les débats de l'ADEME, que j'ai suivi pendant 18 mois, mine de rien. En fait, il y a un besoin, mais c'est physique. Il y a un besoin viscéral de se parler pour éviter de se foutre sur la gueule, ne serait-ce que ça. Il y a un besoin physique d'être considéré. Moi, agriculteur, on ne me considère pas. Donc si vous me dites arrêtez le glyphosate, je vous emmerde. Considérez-moi. Est-ce que vous, qui me critiquez, vous êtes mis dans ma tête pourquoi j'utilise encore du glyphosate? Voilà. Et ce qui découle de ces débats, en fait, politiquement, ça peut être intéressant, parce qu'à l'aune de l'adaptation, l'atténuation inévitable, mine de rien, ça remet en cause quand même la structure très pyramidale, très jacobine, centralisée de notre pays. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que la réponse, elle est locale, elle est déjà là, et que ça pourrait peut-être accélérer une réelle décentralisation. Hier, finalement, en présence de la préfète de région, de la présidente de région, etc., on voyait bien que le cadre normatif, ça allait être de plus en plus la région, sous contrôle de l'État, mais surtout la région, qui demain peut-être instruira par exemple les permis de construire. C'est ce qui est en train d'arriver. Et on voit l'influence qu'a la gouvernance de l'eau, les commissions locales de l'eau, les comités de bassin, où de plus en plus de gens en fait réinventent le modèle en disant mais il faudrait que ce soit localement qu'on gère la biomasse, qu'on gère la matière organique, qu'on gère la biodiversité, qu'on gère l'énergie. Finalement, on en revient à réinventer ce qu'on a inventé en 1964 avec la gouvernance de l'eau. Voilà. On vous a fait rêver? Dites oui ou applaudissez.